La Cité européenne des scénaristes présente... Je leur demande de travailler avec ce qu'ils proposent en premier et après je leur propose l'inverse. T'es hyper en colère, tu vas pas bien, t'es super stressé, tout ça. Pour pas qu'ils soient déstabilisés parce que parfois ils arrivent sur le plateau, ils ont préparé tout seuls et en fait on se rend compte que ça va manquer de rythme. Donc cette séquence qui est écrite hyper douce, hyper love, non, il va falloir la tonifier et si les comédiens ils sont pas préparés avant, c'est un peu déstabilisant. Les coachs de comédiens et de scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Je pense que la bonne posture, c'est en fait de ne jamais rien lâcher. C'est que même passe-moi le sel, il doit y avoir une raison, il habitait avec quelque chose derrière, etc. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, une concentration constante. Et ceux qui se laissent porter par le texte, ils n'alimentent pas leur personnage, ils ont l'impression que ce qu'ils jouent est un peu nul ou plat, alors qu'en fait, c'est à eux d'inventer. Leur métier, aider les acteurs et actrices à préparer puis à interpréter leur rôle. Dans ce 42e numéro de l'émission, la parole est aux coachs de comédiens. Quel est leur rapport au scénario ? S'il y a bien un format qui les rend indispensables et expérimentés, c'est celui des feuilletons quotidiens qui emploient effectivement de nombreux comédiens souvent débutants, propulsés dans un rythme de tournage effréné. C'est pourquoi nous nous rendons en Occitanie rencontrer 4 de leurs coachs sur les séries Un si grand soleil et Demain nous appartient, DNA pour les intimes. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Un grand merci à la métropole de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, et en particulier le service création de son pôle culture et patrimoine pour l'accueil de cet enregistrement. Je rappelle par ailleurs que les formations professionnalisantes ESCOM Scénario de la Cité européenne des scénaristes proposent désormais certains modules en e-learning si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste tranquillement chez vous. Plus d'infos sur s-com-scénario sans accent.com, lien en description. Et maintenant, place au coach de comédiens rencontré en juillet 2025. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, je suis initialement comédienne. Je coach les comédiens sur Un si grand soleil depuis 7 ou 8 ans. Ok. Et j'ai fait un court-métrage que j'ai écrit et réalisé il y a quelques temps. Et voilà, mes projets en cours sont, j'espère, bientôt un deuxième court-métrage. Bonjour, Melvin, je suis également comédienne. Et actuellement, je suis répétitrice et coach enfant sur Demain nous appartient. Bonjour, moi je m'appelle Franck Ferrara, coach plateau sur DNA depuis 2020. Ok, on va parler après de ce que c'est en particulier. Et enfin Dorothée, je suis à la base aussi comédienne, encore comédienne théâtre et audiovisuel. Et depuis le début de la série de Demain nous appartient, c'est-à-dire depuis 8 ans, je suis coach comédien et maintenant référente artistique et responsable de l'équipe des coachs et des répétiteurs sur Demain nous appartient. donc coach responsable des coachs. Exactement, je coach les coachs. C'est pas souvent qu'il y a ça sur... c'est industrialisé, on va y revenir. Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario sur lequel vous avez fait travailler un comédien, donc en tant que coach ou répétiteur ? Comment vous l'avez vécu ? Comment c'était ? J'en souviens très bien parce que c'était vraiment la première fois que je devenais officiellement coach et c'était amusant parce que l'année d'avant, j'avais eu en cadeau d'anniversaire un gros sweat où c'était marqué coach. Je suis très sportive, je fais beaucoup de sport et c'était très bizarre d'avoir porté ce sweat de coach et d'un seul coup de me dire mais je vais être coach sur une série. Nous, on voit pas les comédiens en amont quand on est coach plateau. Et ça n'existait pas, le poste de référent avant. Donc, on débarque directement sur le plateau et on n'a pas préparé avec les comédiens. On n'a rien préparé. Et ça m'a fait la même sensation que de monter sur un plongeoir et d'aller pour sauter. Parce que c'était vraiment un nouveau job, un truc dans lequel je pense que j'étais prédestinée parce que j'avais porté ce sweat pendant 1 an de coach. Et donc, j'arrive là et je tombe sur une comédienne qui fait plus partie de la série et qui était dans un lit. Elle était enceinte. Elle savait pas si elle avait perdu son bébé ou quoi. Et donc, j'arrivais, c'est la première fois que je la voyais. Ah ouais. Et elle avait une séquence, parce que toutes les séquences, il y a des choses incroyables. Donc la première scène que tu as préparée, c'est ça ? Voilà, c'était ça. Et en fait, il fallait faire attention à plusieurs choses. Il fallait qu'elle soit et sincère et dans une position qui la dévalorisait pas physiquement. Parce qu'il faut savoir que nous, on travaille sur des quotidiennes qui vont très très vite et du coup, à chaque fois, il faut faire attention aussi à l'attitude du comédien. Il y a très peu de prise. Donc voilà, comme elle était alitée, qu'il fallait pas qu'elle ait un triple menton, qu'elle ait pas un truc et qu'elle ressente en plus les émotions. Et je me retrouvais à sauter le pas avec un réalisateur que je connaissais pas, avec des équipes que je connaissais pas. Et à la suite de ça, le réalisateur à la première m'a dit « Ah mais c'est bien, tu devrais être metteur en scène ». J'ai dit « Ouf, j'ai passé l'épreuve ». La comédienne était super contente parce que émotionnellement, je m'étais occupée d'elle. Et après, c'était fini, j'ai plus eu peur du tout. Moi, je me rappelle pas de la scène précisément, mais je me rappelle que c'était du commissariat. Je me rappelle avoir été un peu envahie par tout plein d'infos parce qu'on sent qu'on arrive dans une équipe où il y a plein de monde. J'étais en plus assez jeune.
répétitrice et en plus c'était à la sortie du Covid. Donc c'était un peu le cadeau que Dorothée m'ait appelé. En fait, j'ai découvert ce poste en ayant un petit rôle dans la série. Et je me rappelle aussi très bien de la répétitrice qui m'avait accompagnée sur mon premier rôle où j'avais... Donc t'as pu te projeter sur ce que c'était du coup En tout cas, je me suis dit, mais c'est trop chouette parce que j'avais 24 ans, je sortais d'école. Et en tant que comédienne, j'avais été parachutée dans cette équipe qui... Enfin, c'est énorme. Le studio, il y a du monde partout. Au début, il n'y en avait qu'une seule de répétitrice et en fait, le travail était énorme. Donc, on a commencé à vraiment avoir plusieurs répétitrices qui a aussi la possibilité d'avoir leur propre projet parce que ça tourne tous les jours. Donc, quand tu es comédienne, tu peux pas être impliquée dans quelque chose qui tourne tous les jours. Il fallait des remplaçants. Et le premier comédien que j'ai croisé, c'était Samy Garbi, qui joue Karim et qui m'a hyper bien accueilli. En fait, nous, en tant que répétiteurs, ça se joue aussi beaucoup sur le lien qu'on peut avoir avec les comédiens. C'est finalement pas que du texte, c'est aussi beaucoup sentir comment est-ce qu'ils vont et ensuite le transmettre à l'équipe qui est au plateau ou à l'équipe dans les bureaux qui chapeaute tout ça. Bon, on enchaîne avec le plateau justement. Franck, toi, tu te souviens de ton premier scénario sur lequel tu as bossé en tant que coach plateau en l'occurrence ? Oui, et puis surtout, je me souviens aussi de la préparation que j'avais faite. Parce que je m'étais dit, waouh, j'arrive sur une série qui existe depuis en 2020, ça faisait quoi, 4 ans déjà, quelque chose comme ça. Je savais que c'était immense, qu'il y avait plusieurs familles, qu'il y avait plein d'intrigues. Donc je m'étais dit, je vais prendre ça comme de la tragédie grecque. Donc j'avais fait des tableaux avec qui est le fils de qui et tout. Et au bout d'un moment, au bout de 10 pages, avec des flèches dans tous les sens qui reliaient les gens, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais me concentrer sur les quelques épisodes qui sont avant. Et je suis arrivé sur une session un peu compliquée où il y avait une prise d'otage au Spoon. Donc je suis arrivé en plein assaut de la BRI avec des flics qui étaient là, qui étaient figurants mais qui en sont en même temps flics. Plein de comédiens qui étaient là, qui râlaient parce que c'était très laborieux. Ils étaient en combinaison. Il y en a qui sortaient, il y en a qui rentraient. Des comédiens qui revenaient depuis longtemps. Il y avait cette sensation-là d'arriver en fait dans une soirée, dans une fête où tout le monde se connaît depuis des années et vous connaissez personne, vous savez pas où vous mettre. Moi, on m'avait dit reste avec le réal et j'étais resté avec le réal, mais manque de peau, je suis tombé sur un réal qui est très indépendant, qui court partout. Donc je faisais que courir après lui. Derrière lui. Finalement, il n'avait pas vraiment besoin puisqu'il se débrouillait très bien. Il s'avère que c'est un réalisateur qui prend en charge beaucoup de choses, donc j'avais pas vraiment besoin d'être là. Mais en tout cas, je me rappelle avoir fini ces 2-3 premiers jours comme ça avec cet assaut, complètement épuisé, moralement, physiquement, et en train de me dire, waouh, il va falloir que je cadre bien ce que j'ai à faire, comment, pourquoi. Cette place un peu particulière de pouvoir intervenir à un moment donné. Ouais. Déjà, je l'avais quand même un peu senti, quoi. C'est-à-dire que sur une petite chose, une petite tournure de phrase, un mot qui va changer, de pouvoir intervenir et de se dire tout d'un coup que la séquence fonctionne grâce à ça. On est satisfait, c'est des petites victoires, c'est ce qui fait avancer et ce qui donne un peu de concret, quoi. J'ai le même souvenir que vous, c'est-à-dire arriver dans un lieu inconnu, quoi. Et en plus, on doit prendre une position qu'on n'a jamais prise, on doit se donner une légitimité qu'on a juste sur le papier, mais qu'on n'a pas vraiment, enfin, qu'on doit se créer, quoi. Et c'est très, très dur. Oui, moi, j'étais très, très stressée et je devais pas le montrer. Et je devais être sûre de moi pour donner des indications, pour rassurer aussi les comédiens. Mais c'était très difficile au début. Ouais. Il a fallu trouver sa place. Quels sont les différents types de coaching que vous opérez chacun à votre échelle et comment vous bossez les uns avec les autres? Un peu, expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, alors vous bossez ensemble. Nous, on travaille différemment. Donc vas-y parce que... En fait, nous, c'est particulier. Sur DNA, on a de la chance parce qu'on est là depuis le début et on a été assez bien suivis par le producteur. C'était Théophile Clément. Et donc... on a la possibilité, on lit les scénarios, on lit les V1, les V2, on lit les séquenciers, donc on est vraiment impliqué dans le processus. On a accès aux documents assez tôt et comme on est quand même libre de parole et libre de sensations, on peut faire des retours sur des choses. Bon, ils sont plus ou moins écoutés, peu importe, hein, mais en tout cas, comme on a cette connaissance des comédiens, des personnages, parce que nous on est là depuis le début, et aussi de ce qu'on ressent, on peut faire des remarques. C'est rare qu'on en fasse, mais on peut en faire. Par exemple, une fois, je me suis rendu compte que un des personnages qui allait voir le gynéco, en fait, c'était son vrai père. Et si tu veux, il y a tellement d'histoires dans DNA, c'est tellement complexe, on peut pas avoir toutes les ramifications. Et il se trouvait que c'était une arche que j'avais vachement suivie, et donc j'avais dit, c'est peut-être un peu délicat que ça soit son père qui l'ausculte en tant que gynéco, alors qu'on va savoir que c'est son père dans une voilà. Après, si par exemple il y a eu une arche de beaucoup de viols et que juste après il y a à nouveau des choses qui font allusion à ça, on dit peut-être qu'il y en a un petit peu beaucoup. Des fois c'est entendu et des fois c'est pas entendu, des fois c'est... En tant que coach référente, tu veux dire en l'occurrence, en tant que coach... Voilà, parce que nous on a accès mais tout le monde a accès aux séquenciers et tout ça, et nous on a la chance aussi, on a un auteur plateau qui fait le lien entre les auteurs Paris et le plateau. Donc lui, on peut aller le voir, et par exemple, moi quand je lis dans les VDEF ou les V2, parce qu'on travaille des fois sur des V2 en préparation, et que je lui dis, ce personnage, attention,
situation, il y a beaucoup de vulgarité d'un seul coup qui arrive. Et par exemple, cette expression, il y a une expression qui revient en ce moment beaucoup sur plusieurs personnages. J'ai dit, c'est un petit problème d'écriture parce que d'un seul coup, on sent que c'est un nouvel auteur qui est arrivé. Ouais, c'est pas individuel. C'est pas individuel, que c'est pas. En fait, la problématique principale pour moi des scénaristes, c'est de garder la singularité de chaque personnage, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Et c'est ça le plus difficile pour moi. T'es aussi garante de ça à ton échelle, du coup. Je suis pas garante, mais en tout cas, quand je le lis et que tout d'un coup, j'ai des personnages que je connais très bien et que je dis, waouh, il parle pas comme ça d'habitude, il dit pas ça, voilà. Même si les personnages peuvent évoluer, donc voilà. Plus généralement, ton rôle, comment tu le définis par rapport aux autres coachs de la série? On coach l'équipe des coachs, c'est-à-dire que toutes les informations que j'ai le plus tôt, je les transmets à tous les coachs. Okay. Par exemple, en ce moment, on a un gros problème sur le minutage parce que TF1 produit 3 quotidiennes. Et donc, on a vraiment un minutage très particulier. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse tant de minutes par épisode. Mais vraiment, c'est précis. Donc, il y a un minutage sur chaque séquence. Et donc, nous, on transmet à nos coachs les informations qu'on a de la script référente qui nous dit voilà. Parce qu'on a remarqué que dans les séquences d'émotion, souvent, les scénaristes écrivent beaucoup et en fait les comédiens jouent beaucoup, donc elles sont toujours très très longues. Et dans certaines séquences flics, les comédiens ont tendance à couper et à être plus ils connaissent leur langage et tout ça, ils diminuent et ils coupent et du coup les séquences sont trop courtes. Donc nous parfois on peut aussi aider à tempérer et on donne cette information au coach. Ok, donc vous n'êtes pas en interface directe avec les comédiens finalement à votre échelle? Si, puisque tous les comédiens qui veulent travailler en amont et pas travailler que sur le plateau, ils viennent. Tous les nouveaux comédiens, ils viennent. Tous les réalisateurs aussi, on leur parle, on leur donne des informations sur les comédiens, sur les personnages, sur l'ambiance générale de DNA, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment en permanence des nouveaux techniciens qui arrivent et des nouveaux réalisateurs. Ok, toi Franck, en plateau du coup? Dans la préparation aussi, dans la lecture des scénarios, il s'avère que des fois on remarque aussi des incohérences. Tout d'un coup, un personnage, il est là, il dit regarde l'océan comme c'est beau, et bon, il est à 7. Des choses comme ça qu'on fait remonter. Soit on se permet aussi, on a cette liberté de travailler le texte en direct. Il y a des incohérences aussi, justement, comme on connaît les personnages depuis plusieurs années. Quand je lis les textes, je rends vivant les personnages, on va dire, dans mon esprit, parce que j'étais metteur en scène aussi, comédien, donc je les fais vivre. Et puis tout d'un coup, ça rip. Je me dis, mais il parle pas comme ça, l'acteur. Ça peut pas être lui. Soit je surligne et puis après, je vais voir avec le comédien si ça lui pose un problème, comment il va la dire, parce qu'il y a souvent des répliques où on va dire, mais ça va pas passer. Puis en fait, si elle passe très bien. Et puis d'autres répliques qui ont l'air très simples et tout d'un coup, ça pose des problématiques monumentales sur un plateau. On arrête tout, ça prend un quart d'heure. Il faut appeler les responsables plateau parce que telle phrase, comment on la tourne, il y a des informations importantes ou pas. On est vraiment, nous, sur le terrain avec une espèce d'urgence et en même temps, il faut être d'un calme olympien et puis pas stresser les comédiens non plus parce que les comédiens, ils sont déjà assez stressés et chaque comédien gère son stress aussi un peu à sa façon. Ça rejoint Malvine quand elle disait aussi ce côté un peu psychologique qu'il y a avec les acteurs. Je dirais qu'on est le seul lien, d'une certaine façon humain, avec l'énorme machine qu'est un plateau. Avec toute la technique, il y a peut-être 98% de techniciens sur un plateau. Même les réalisateurs, souvent, sont des très très bons techniciens. Mais il y a des réalisateurs qui, des fois, c'est pas qu'ils savent pas parler aux acteurs, mais disons qu'ils plaquent des indications. C'est vrai, s'ils sont plus techniciens, d'ailleurs, ils sont intermittents. S'ils sont plus techniciens dans l'âme que metteur en scène ou que directeur d'acteur, ça peut être aussi plus froid dans le rapport aux comédiens, ça peut être plus difficile. C'est des postures. Il y en a qui le sentent, il y en a qui sont très délicats, il y en a qui essaient d'être le plus humain possible. Mais des fois, moi, je vois un comédien qui est en galère et qui fait semblant de faire le truc, mais je vois qu'il est en galère. Donc, des fois, je me dis, en fait, il faut juste le laisser tranquille ou lui faire refaire ou ça va venir plus tard. Okay. Ou lui dire autrement. Des fois, je joue un peu avec cette double casquette en faisant attention que les micros soient pas branchés, en y allant, en disant non, mais en fait, tu vois, moi, je suis comédien, tu vois, donc en fait, peut-être qu'il veut un truc comme ça. Le comédien, il l'interprète. On pourrait dire un comédien joue comme un tournevis violet. Finalement, l'indication, c'est le résultat qui va être important. Donc, un réalisateur, quand il connaît son comédien, il sait les phrases qui vont le faire bouger. Langage, ouais. Mais des fois, les réalisateurs, ils découvrent des comédiens, ils les connaissent pas trop. Donc, on est vraiment dans cette interface-là. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que tu dis aussi, j'ai souvent cette problématique aussi de comédiens qui me disent « Oui, mais moi, dans la vie, je parle pas comme ça ». Et là, en fait, j'ai mis du temps à trouver cette petite formule, mais qui me fonctionne bien. C'est-à-dire que on fait pas un documentaire, on tourne une fiction. Donc, c'est toujours arriver à ramener le comédien, à le sortir de sa zone de confort pour le ramener sur quelque chose qui est loin de lui, mais qui est plus proche du personnage. Et ça, souvent, l'urgence de la séquence, les retards qu'on peut prendre, ne laisse absolument pas de temps pour ce travail-là. Mais l'arbitrage entre tirer le personnage vers l'acteur ou tirer l'acteur vers le personnage. Exactement. Quand on a des belles séquences et qu'on arrive à bien les sortir et qu'on sait qu'elles vont être belles et tout le monde est content. Toi, du coup, Malvine? En tant que répétitrice, je gère pas du tout les problèmes de texte, les réécritures, le vouvoiement, le tutoiement. On travaille en général juste avant qu'ils aillent au plateau. On répète la scène.
Après, il y en a qui veulent préparer leur scène des semaines suivantes, où là, dès qu'on a un moment, on se rend disponible. En fait, nous, on se rend vraiment disponible, on est au service du comédien. Et on l'écoute. Mais c'est le jour J sur le plateau, en fait. On va tourner dans, je sais pas, 20 minutes, 1 heure, j'en sais rien. Et donc, à ce moment-là, toi, tu prends le comédien, la comédienne à part et tu fais répéter, en fait. T'es là en ping-pong, ok. Mais c'est 10 minutes avant de jouer, hein. Ou 5 minutes avant. Il n'y a pas 1 heure, hein. 1 heure avant, ils sont à HMC en train de se préparer. Ça, c'est le gros du travail parce que c'est une quotidienne et que du coup, ça tourne beaucoup. Une fois qu'ils sont au plateau, ils n'ont pas le temps de répéter, de s'échauffer. Ça tourne directement la scène. Il y a toujours une répétition avec les caméras. La mise en place. L'idée générale, c'est de faire en sorte d'anticiper les problématiques le plus possible, quelles qu'elles soient. Il y a tout ce qui est technique, accessoires, etc. Mais après, il y a tout ce qui est de l'ordre du jeu. Des didascalies, par exemple, est-ce qu'on les respecte, est-ce qu'on les respecte pas? Il y a des didascalies, des fois, qui sont importantes, d'autres moins. Des fois, les réalisateurs choisissent de faire quelque chose de complètement différent parce que ça leur ferait perdre trop de temps. Donc, les comédiens, ils arrivent, les comédiennes et les comédiens, ils sont un peu déstabilisés. C'était attendu à un texte préparé par les auteurs et le réal part sur peut-être autre chose et c'est ça qui va Il était là, soit il était en train de prendre le petit déjeuner, ou alors il est en train de s'habiller, puis en fait, c'est l'enfer total. Une séquence où on est en train de s'habiller, il y a des bruits de vêtements, des machins, les micros, où est-ce qu'ils sont? Donc des fois, il dit non, c'est bon, t'es habillé déjà, juste tu mets tes chaussures, voilà. Mais du coup, le comédien, lui, s'était fait tout un truc de progression et tout, donc tout ça s'est balayé et il doit retomber sur ses pattes. Alors il y en a qui le font, il y a autant de points de vue là-dessus qu'il y a de comédiens et de comédiennes. Ouais, je vois combien il faut se préparer ou non, combien il faut être flexible ou non, il y a beaucoup de choses, ok. Et donc sur un cycle en soleil, est-ce que c'est comparable un peu, Chloé, à ce qu'on a entendu là ou pas du tout? Oui, je dirais que nous, c'est un peu la synthèse de vous trois, c'est-à-dire qu'on fait répétiteur avant que la scène se tourne. On les fait répéter, soit ensemble, soit un par un, en fonction, il y en a qui s'habillent, il y en a qui se maquillent. Et ensuite, on est au plateau avec eux, donc on est là pour les mises en place, les répétitions, etc. Et on est là aussi quand ça tourne, et donc on fait un peu le lien entre comédiens et réalisateurs s'il y a besoin, parce qu'il y a des réalisateurs qui ne veulent pas qu'on parle aux comédiens, il y en a qui ne savent pas parler aux comédiens, donc qui voudraient qu'on leur parle. Bon, après, on s'adapte à chacun. Ok. Et ensuite, on est de plus en plus derrière le réalisateur ou la réalisatrice et on ajuste avec eux. Genre là, à mon avis, c'est plus comme ça, ou là, c'est un peu trop, ou là, il manque ça. Et c'est vraiment avec parcimonie, délicatesse, philosophie. Voilà. Diplomatie, voilà. Mais est-ce que c'est aussi hiérarchisé, c'est-à-dire superviseur, plateau, répétiteur, alors, ou est-ce que non. vous faites tous tout, en fait? Non, on fait tous, il n'y a pas de... C'est organisé différemment. Ouais, ouais. juste une personne qui est, on va dire, coach référente, et qui est aussi notre interlocuteur avec la production, parce qu'on est quand même 10 et qu'il faut quelqu'un pour régler tout ça. Mais sinon, non, on fait tous le même job, en fait. Quand on coach un comédien, à quoi on le coach? Parce qu'on a parlé donc la répétition, c'est-à-dire le texte, répéter le texte. Là, on a parlé beaucoup de la partie psychologique, c'est-à-dire les préparer un peu psychologiquement à la scène, etc. Mais du coup, vous les préparez quoi? Physiquement, à la chorégraphie, à l'intention, à... Tout dépend vraiment de la séquence, tout dépend du comédien. Moi, je dirais que 80% du comédien, c'est le casting. En général, hein, le rôle est déjà écrit et il est casté pour ça. Les directeurs et les directrices de casting font un travail énorme, quoi. C'est-à-dire que de base, le simple fait de le choisir, c'est déjà vous enlevez du boulot quelque part. Voilà. Et moi, je les rassure, je prends ça pour leur dire, vous avez été choisis pour ce rôle-là. Donc, n'allez pas chercher trop loin, parce qu'il y a une différence entre ceux qui viennent intégrer la série, jouer un rôle qui va durer 1 semaine, 15 jours, et il y a des récurrents qui sont là vraiment des fois depuis 8 ans, et qui, eux, vont traverser une arche exceptionnelle. Donc le travail est complètement différent suivant les comédiens qu'on coach et qu'on accueille. Donc, est-ce qu'ils sont récurrents ou est-ce qu'ils sont de voilà. passage, en fait? Donc déjà, je vais les accueillir pour leur expliquer comment fonctionne la série, quelle est l'intrigue dans laquelle ils vont intervenir, quel est l'enjeu de leur personnage par rapport aux autres personnages, et je vais leur montrer les photos aussi de tous les personnages avec qui ils vont interagir, et quand c'est possible, quand c'est des gens de la famille ou des gens qui vont faire un couple, je fais venir l'autre partenaire pour qu'ils se rencontrent avant d'être sur le plateau, parce qu'on s'est retrouvés parfois à jouer des scènes au lit avec des gens qui s'étaient jamais croisés de leur vie. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'anticiper un maximum de choses et de faire en sorte de recevoir les comédiens. Donc il y a déjà un boulot de enseigner aux comédiens le projet lui-même, c'est-à-dire quel est ce projet, quel est ton rôle, où est-ce que tu es, etc. Exactement, okay. Parce que c'est une grosse machine la quotidienne. Et après, on fait un travail qu'on peut retrouver un peu partout, qui est quel est l'enjeu de cette séquence-là. On travaille séquence par séquence. Quand il y en a qui ont vraiment envie, dans l'idéal, quand ils arrivent, ils ont à peu près une vingtaine de séquences. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit rôle qui arrive sur une arche. On les traverse les 20, on lit les 20 séquences. On voit si à l'oreille il y a des choses qui les gênent, parce que là aussi, le rapport avec le scénario, il est particulier dans la mesure où souvent, les scénaristes ne sont pas comédiens. Et donc, je leur dis des fois, est-ce que vous avez lu à haute voix cette phrase-là? J'imagine que vous l'entendez 1000 fois. Juste de trop allitération, il y a trop de S, il y a plein de choses comme ça compliquées. L'adverbe, il doit être passé là pour un appui comédien. Oui, et puis tout des ça. fois, on se met aussi un peu la pression. C'est-à-dire qu'en tant que scénariste, on va se dire, en fait, moi, je suis pas comédien, donc c'est normal que j'ai jamais dit. Mais en fait, la question n'est pas est-ce que vous savez la jouer, est-ce que vous êtes comédien. La question, c'est juste est-ce que vous l'avez prononcée. Prononcée, voilà. Est-ce que c'est prononçable? Est-ce que c'est prononçable, exactement. Et après, ce qu'on essaye d'enlever, c'est les béquilles que les comédiens rajoutent, des alors,
corps, des bains, des respirations, des soupirs, des choses comme ça. Voilà. Faut pas les rajouter. Moi, je pensais que ça rajouterait de la vie et de la fluidité dans les répliques. Que les comédiens, mais les comédiens, ils en mettent déjà. Ils se mettent déjà des béquilles, ils se mettent déjà des petites choses comme ça. Quand ils en rajoutent, on leur enlève. Quand il y en a, on les laisse, bien sûr. Okay. Il y a souvent aussi cette formulation. Tu sais quoi ? Voilà, si on pouvait le bannir du monde des scénaristes et du monde des comédiens, parce que c'est une béquille. Très bien, parfois, vous en entendez dans toutes les séquences. C'est une façon d'amener un sujet sans transition, en fait. Oui, mais quand tous les comédiens font ça, quelle angoisse. C'est vrai que normalement, un scénario, quand il est bien écrit, une scène implique que cette réplique arrive. C'est-à-dire que là, il faut qu'on parle de ça. Ouais. Et donc, si on dit tu sais quoi, c'est qu'on n'a pas réussi à amener le... Exactement, mais là, par exemple, aujourd'hui, on va faire cette interview, on va pas dire une seule fois tu sais quoi. On veut donner un impulse à une phrase, mais l'impulse, on le donne par l'énergie, par le jeu, par le regard et tout ça. J'imagine que ça dépend vraiment de tous les comédiens, mais là, je sais que je travaillais avec une enfant qui avait des bugs d'articulation parfois. Donc là, je lui avais donné des exercices d'articulation. Ok, de l'orthophonie, carrément. Des exercices de théâtre. Ah, ok. Je me suis dit, waouh, ça va loin. C'est des choses que je me permets de faire en tant que coach enfant. Mais nous aussi, on se permet. Moi, il y a un comédien qui est arrivé sur la série qui n'avait jamais fait de théâtre, jamais fait de cinéma. Il faut savoir que sur les quotidiennes, on prend des comédiens qui ne sont pas forcément comédiens, qui n'ont pas fini leur formation. Et moi, j'ai vraiment fait des cours de théâtre sur certains comédiens pendant un moment. J'ai appris à pleurer à des comédiens. On fait des sessions spéciales larmes pour leur expliquer comment on peut pleurer sur une quotidienne, émotionnellement, physiologiquement, parce qu'on peut mettre des gouttes, on peut mettre plein de choses comme ça. Et que parfois, il n'y a pas de honte à ça, parce que la quotidienne, des fois, on n'a pas le temps d'avoir l'émotion réelle du comédien. Après, nous, c'est particulier aussi parce qu'on a beaucoup de chance sur DNA. On a eu une formation coordination d'intimité. Donc nous, ce qu'on fait aussi en amont, parfois les coachs le font sur le plateau qu'on n'a pas eu le temps de le faire en amont, on coach les baisers, on coach les caresses, on coach tout ça pour préparer les comédiens. Il y a des comédiens, ils se connaissent pas, ils vont jouer un couple. Là récemment, il y a eu un jeune homme qui a intégré la série et il devait jouer un couple d'homosexuels. Il ne connaissait pas le comédien et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait devant une caméra, d'embrasser, de caresser et tout ça. Donc on a fait vraiment une séance d'1 heure où on apprend à toucher des zones du corps en demandant à l'autre sur quelle partie du corps il accepte d'être touché, qu'est-ce qu'un baiser, comment on chorégraphie un baiser. Moi, je pensais que les coachs d'intimité, c'était un métier nécessairement à part, et en fait, pas forcément. Ça peut être inclus dans le coaching plus général. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas obligatoire en France. Donc, tant que ça sera pas obligatoire en France pour les séquences d'intimité, pour l'instant, on s'en sort comme ça parce que sur Demain nous appartient, on a eu vraiment la chance d'avoir eu cette formation pour tous les coachs. Et ce formation qui est énorme. Qui n'est pas complète. Qui n'est pas complète, bien sûr, on n'est pas du tout coordinateur d'intimité, on a juste une initiation à la coordination d'intimité, mais qui est déjà bien parce que ça nous permet d'éviter des écueils qu'on a connus. Et ça aussi, le texte, le scénario, il est hyper important. Les didascalies là, elles sont hyper importantes parce que souvent on dit, est-ce qu'on peut faire ce qui est écrit dans les didascalies ? Pour les comédiens, c'est rassurant, pour le réalisateur aussi, c'est rassurant. Sinon, ça veut dire qu'il doit inventer quelque chose d'autre. Pour moi, c'est comme une bagarre, une scène d'amour, c'est comme une bagarre. Il faut régler tous les gestes. C'est comme une cascade, ouais. Exactement, c'est une cascade d'amour et donc il faut régler la pression de la caresse, le temps du baiser, la chorégraphie. Position. La chorégraphie, c'est une chorégraphie. Exactement. Souvent dans les scénarios, il y a écrit ils s'embrassent passionnément, ou alors et ils basculent. Et là, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est toujours ça la problématique. C'est l'idée aussi qu'à la fois dans l'écriture, les réalisateurs aussi, ils aient quelque chose à proposer. Et vous proposez des fois, vous arrivez là-dessus en disant, bah, compte tenu du personnage, du moment, on pourrait le faire de telle façon. Vous arrivez. Alors, il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'on s'implique pas dans la mise en scène. Ça, vraiment, c'est le boulot du réal. Et ça, c'est un peu notre frontière qui est un peu délicate. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on donne des indications, mais sans que ce soit pris pour de la mise en scène. Donc, nous, on va suggérer des choses. On va dire, mais comment je fais pour l'embrasser? Ben, comment toi tu ferais? Vous mettez-vous d'accord? Est-ce que tu mets une main? Est-ce que tu mets quelque chose? Est-ce que tu touches les cheveux? Est-ce que vous vous rapprochez? Vous vous collez les hanches? Des choses comme ça par rapport au baiser. Mais en fait, c'est un peu pour, t'ouvres des portes, un peu quoi. pour tout. Voilà, on essaie d'ouvrir des portes, on fait des propositions. Oui, en faisant attention à surtout pas dire comment toi tu le ferais, parce qu'en fait, ce qui est déstabilisant pour les comédiens, c'est qu'on rentre dans leur intimité quand on leur donne pas une chorégraphie. C'est-à-dire qu'on dit, allez-y, faites l'amour, allez-y, embrassez-vous. Et en fait, c'est hyper déstabilisant. C'est toujours délicat sur le plateau, en effet, parce qu'il y a le réalisateur. Mais nous, en amont, on essaye vraiment de le préparer avec l'accord du réalisateur. Toujours, on va voir le réalisateur. C'est toujours eux qui décident. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si le réalisateur dit comme tu veux, comme ils veulent, dit mais je m'adapterai au comédien. Voilà. Parce que le comédien, il va donner son accord en amont, mais après, le jour du plateau, il peut y avoir une problématique quelconque et ne pas pouvoir, par exemple, montrer certaines parties de son corps, pas pouvoir embrasser. Il peut y arriver plein de choses. Ils se sentent plus accompagnés et plus protégés. On a encore des efforts à faire. Il faut encore qu'on améliore. Mais c'est déjà bien creusé, à ce que je vois. Oui, on a bien creusé. On a mis en place les kits bisous. La régie dispose d'une trousse kit bisous qui consiste en un bain de bouche qu'on fait prendre aux comédiens 20 minutes avant de jouer. Et les comédiens, avec le HMC, dans leur trousse personnelle, ils ont une brosse à dents
avec du dentifrice et on leur recommande de faire un bain de bouche et de se brosser les dents. Mais ça, c'est appliqué à la quotidienne. Dans un long métrage, par exemple, ce travail de coordinateur d'intimité, il s'inscrit dès lecture du scénario et il va se réécrire, se transformer avec le réalisateur qui va rencontrer les acteurs, le coordinateur d'intimité qui va faire un travail personnel avec chaque acteur. Quand on est dans des scènes de long métrage ou quoi, où ça va un peu plus loin, où là il y a vraiment, je sais pas, des scènes de sexe, scènes d'amour, où ça va un peu plus loin. Là, sur les quotidiennes, c'est assez soft. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Deux personnes qui se connaissent pas, ils doivent s'embrasser. Bah, tout de suite, on a un bisou un peu plat, pas profond. Alors que si on avait travaillé un peu la chose, et ben, ne serait-ce que ça dure un quart de seconde de plus, ça raconte complètement autre chose que un petit bisou comme ça, on se dit bon, voilà, ok. c'est fait, on passe à la suite. Je vois très bien. Et après aussi, pour que les comédiens soient à disposition, parce qu'on parle des séquences là, intimité, mais on peut aussi parler des séquences scolaires, des séquences amour qu'on prépare en amont, on met à disposition les comédiens. C'est-à-dire qu'on ne fixe jamais rien. Moi, quand je leur demande de travailler, je leur demande de travailler avec ce qu'ils proposent en premier, et après, je leur propose l'inverse. Je dis maintenant l'inverse. Maintenant, t'es hyper en colère, tu vas pas bien, t'es super stressé, tout ça. Pour pas qu'ils soient déstabilisés, parce que parfois, ils arrivent sur le plateau, ils ont préparé tout seuls, ou ils ont préparé quelque chose, et en fait, on leur demande l'inverse. Parce que la quotidienne et les scénarios, c'est écrit comme ça, c'est-à-dire qu'on écrit comme ça, et tout d'un coup, on se rend compte que sur un épisode qui a à peu près 19 séquences, il va y avoir, je sais pas, je vais dire 15 séquences de love, hyper tranquille, hyper machin. Et on se rend compte que bah non, ça va manquer de rythme. Donc cette séquence qui est écrite hyper douce, hyper love, bah non, il va falloir la tonifier et il va falloir la faire un petit peu en défi. Et si les comédiens ils sont pas préparés avant, bah c'est un peu déstabilisant. Il y en a, ils y arrivent vraiment haut la main. On a vraiment des différences de niveau d'adaptation des comédiens qui arrivent. Adapter, ouais. Voilà. Mais c'est toujours intéressant de travailler sur différentes énergies pour que le comédien il arrive prêt avec sa valise pleine de petites choses. Nous, on n'a absolument pas de travail en amont sur l'intimité et tout ça. Ça s'est vraiment vu en amont entre réalisateurs et comédiens. Sur un si grand soleil, ouais. Sur un si grand soleil, ouais. En revanche, on amène une sorte de détente, quoi. Si jamais il y avait du stress ou quoi, c'est-à-dire qu'on est disponible pour parler, pour être à l'écoute. Et mine de rien, ça fait une petite soupape pas mal juste avant de rentrer en scène. Ah, c'est vraiment très vaste ce que vous faites. On fait même des choses très concrètes. Par exemple, apprendre à lire une feuille de service. Je vois avec les enfants, quand c'est les grands-parents qui les amènent ou pour la première fois, ils comprennent pas les feuilles de service. Du coup, c'est de la logistique ou des dents qui tombent. Une petite fille qui perd sa dent, ben, faut en informer la mise en scène, rassurer la maman que ben, c'est pas grave et de toute façon, on peut rien y faire. Vous avez un process dents qui tombe sur DNA ou pas? Il y a des process pour tout, j'ai l'impression. En fait, il y a très peu de temps pour tourner, donc tout ce qu'on peut préparer en amont, c'est du temps gagné sur le plateau. Et aussi du bien-être et de la confiance. Ouais. On est à disposition pour que tout se passe bien. Qu'est-ce qui, dans un scénario, rend un personnage beaucoup plus simple ou plus facile à travailler ou à faire travailler à vos comédiens? Une séquence, si tu la lis comme ça, tu peux dire, bon, en fait, c'est une trajectoire rectiligne. Et en fait, tu vas rentrer dans le détail et tu vas dire, il va y avoir 3 différents états dans cette séquence-là. Et ça, cette subtilité-là, parce que bah, elle a été conçue à l'écriture, mais pas lue à la première lecture, soit par toi, soit par le comédien. Le comédien, il va prendre la voiture, tu vois, c'est un peu le problème des jeunes comédiens. Il va lire en ligne droite. Il va lire en ligne droite et il va monter dans la voiture et va aller du début à la fin de la séquence. Et voilà. Point barre. Et j'ai dit, mais dans cette séquence-là, il s'est passé plein de choses. Il y a plein des ruptures émotionnelles du personnage ouais. qui sont pas forcément visibles et que le comédien doit aller chercher loin dans lui quand elles sont pas flagrantes à l'écriture. Okay. C'est plus difficile quand c'est subtil pour le comédien. C'est à nous de le voir et de l'amener sur cette piste-là. Donc c'est un peu plus intéressant, mais plus compliqué à faire travailler. Exactement. Et ces fameuses séquences où les comédiens disent « Oh, mais il n'y a rien dans cette séquence, c'est une séquence passe-plat ». Moi, je leur dis « Il n'y a jamais de séquence passe-plat. Jamais. Vous avez toujours un intérêt à la faire, cette séquence-là, par rapport à l'autre partenaire, par rapport à ce que vous allez dire. Pour moi, il n'y a pas de séquence passe-plat. C'est intéressant. Okay. D'ailleurs, très souvent, les séquences où ils ont 2 phrases, c'est bon, j'ai 2 phrases. Et ce sont les plus dures. Et à chaque fois, ils disent merde, je savais que c'est le piège, quoi. Et comment t'expliques ça? Ben, parce qu'il faut de la présence, parce qu'ils se préparent moins, je pense. Ils se disent, bah, cette phrase, elle va sortir tout seul, j'en ai qu'une, d'habitude, j'en ai 100, tu vois. Et qu'en fait, il faut préparer le fait d'être juste là physiquement pour l'autre. Mais ils se démobilisent un peu, ils se disent, là, ça va être facile, j'en ai fait tellement des plus compliqués, avec des émotions tellement plus fortes et tout ça. Sauf qu'en fait, il faut rester là, quoi. Il faut donner quelque chose, comme tu dis, il y a toujours quelque chose. Bizarrement, quand ils sont impliqués dans une séquence où ils sont émotionnellement hyper impliqués dès le départ, hein, ils sont investis. Ce qui est difficile, c'est par exemple, moi, je parle souvent des séquences, nous, on a beaucoup de lycéens. Voilà. Les lycéens, ils ont genre 2 phrases dans toute la séquence. Dans le décor du lycée, ouais. Où c'est des scènes de vie, et en fait, ils savent jamais quand ils vont la dire, avec quelle intention, avec quelle intensité, et du coup, là, tu te retrouves avec une scène chiante.
Et donc là, il faut les remobiliser. Ils sont tous bons comédiens, mais tu sais pas pourquoi la séquence, ça ne prend pas. Elle s'éparpille, voilà. Oui, c'est une question de rythme aussi. Ouais. C'est vrai, quand ils sont nombreux, c'est compliqué. Il faut vraiment choper le truc, quoi. Et c'est sur ces séquences que les répétiteurs sont importants Oui. parce qu'ils essaient d'attraper tous les comédiens et de les réunir à un moment donné. Ça, c'est très compliqué. De réunir tout le monde pour faire des répétitions avant de tourner. Mais les scènes de groupe, tout simplement, sont plus dures à travailler que les scènes un à un, peut-être, ouais. Et aussi pour ce qui s'appelle la concentration collective, c'est difficile. Comme il y a beaucoup de temps d'attente sur un plateau, c'est-à-dire qu'on tourne et après il faut que la technique se prépare, les comédiens, pour rester chauds, ils ont souvent cette sensation de dire « Ah, on déconne entre nous, on blague et tout ça ». Et en fait, ça les éloigne fortement de la séquence. Donc il y en a qui arrivent à tout de suite se reconcentrer et d'autres qui arrivent pas du tout. Et pour revenir sur quelque chose d'important dans les séquences aussi de Jones par rapport à l'écriture, ça c'est le plus difficile je trouve, parce qu'il faut toujours rester dans le coup. Et nous par exemple, on a des textes qui arrivent et t'as les jeunes comédiens qui disent mais non mais ça on le dit plus, ou ça se dit pas ici. Même moi par exemple, j'ai appris plein de nouveaux mots en travaillant sur DNA, et des fois je leur dis vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire ça, parce que moi je comprends mais pas. là, je peux pas leur dire non mais c'est le personnage comme on disait tout à l'heure, non mais c'est le personnage, je dois aller vers le personnage. Je peux pas leur dire ça pour le coup, là c'est pas possible, il faut qu'il soit quand même juste, quoi. Oui, après ce qui est compliqué c'est qu'ils jouent souvent des jeunes de 17-18 ans alors qu'ils ont 26 ans, donc je leur dis n'oubliez pas, vous n'avez pas la maturité de votre personnage, enfin voilà, vous êtes plus mature que votre personnage. Du coup, donc c'est encore plus... Et ça, l'écriture, c'est quelque chose sur lequel il faut rester hyper vigilant, parce que il y a des expressions qui sont vite has-been, et ça on fait confiance aux comédiens. Il y a des choses où les comédiens peuvent se coacher eux-mêmes, quoi, quand même. Bon, ça eux ils savent en tout cas. Mais un comédien, franchement, il peut se coacher lui-même, c'est une question de temps. Après, c'est toujours un travail de partage qui est agréable. Il y en a qui adorent le faire, il y en a qui viennent travailler en amont et qui viennent coacher, et il y en a qui viennent pas, on est à disposition. C'est pas vous qui désignez des comédiens en disant bah tiens, tel comédien a besoin de bosser ça, je vais le convoquer entre guillemets pour bosser telle chose. On essaye d'en convoquer certains et la production artistique essaye de nous recommander d'en convoquer certains. Donc avec beaucoup de diplomatie, on propose une séance de travail. Des fois c'est accepté, des fois c'est refusé. Il y en a qui systématiquement me disent non mais t'inquiète, je l'ai bien, t'inquiète. Et sur le plateau ça rame et il y a les réalisateurs qui s'arrachent les cheveux, le mec du son qui enlève son casque parce qu'il n'en peut plus et tout ça. C'est toujours compliqué parce qu'il y en a qui m'ont avoué, ils m'ont dit mais Dorothée, moi j'ai peur de venir dans ton bureau parce que ça me rappelle des souvenirs d'école. J'ai dit ok, alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je reçois les gens et je m'assois sur le canapé et j'essaye de mettre des huiles essentielles, de mettre des sons pour que ça soit un espace de bien-être et pas un espace de contrôle et d'obligation de résultats, parce que c'est pas le but, mais ça peut être perçu comme ça. Il y a tellement de comédiens qui arrivent sur cette série qui ne sont pas comédiens de théâtre, ils ne savent pas ce que c'est que le travail du comédien, que pour eux ça peut être une contrainte. Et puis il y en a d'autres, je les reçois tout un après-midi, mais ils disent mais quel confort, quel bien-être, quelle chance d'avoir ça. Ils le demandent et ils en reviennent pas que ça existe sur un projet comme ça. On a rencontré plein de comédiens qui se sont éclatés parce qu'ils ont eu ce coaching en amont, les coachs sur le plateau, les répétiteurs, et pour eux mais c'est le luxe absolu. Ils avaient le goût pour être coachés, ouais. Ah ouais. Comment on peut définir une scène passe-plat dans vos mots en tant que coach? Où on sent que c'est une séquence qui sert de validation à d'autres séquences, où on amène des éléments peut-être pour soit les rappeler, soit les valider. Alors évidemment, c'est beaucoup le commissariat. J'ai une admiration mais vraiment profonde. Enfin, ça fait 25 ans que je suis comédien, ça, j'ai monté plein de textes et tout. Mais pour moi, ce que vivent les comédiens du commissariat, c'est extraordinaire. Les types, ils enquillent des pages de textes avec des termes techniques, des trucs et tout. En fait, c'est redire où on en est aux spectateurs et préparer à la suite. Les scénaristes, s'il vous plaît, faites attention aux noms que vous donnez. Ouais. À tous les personnages, tous les tueurs, les criminels, les choses qui ne sont absolument pas prononçables par les comédiens, qui galèrent trop, quoi. Et du coup, on est obligé parfois de faire des pick-up, de reprendre le nom parce que ils ont des phrases super longues et un nom hyper compliqué. Les comédiens perdent du temps à essayer de trouver des stratagèmes pour pas avoir à dire le nom ou alors montrer la faute. Martial Tosello, c'est l'enfer. Tosello, bon bref. Je rejoins Dorothée sur comment les comédiens prennent en charge. Et je pense que la bonne posture, c'est en fait de ne jamais rien lâcher. C'est que même passe-moi le sel, ça doit être quelque chose, il doit y avoir une raison, il habitait avec quelque chose derrière, etc. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, tout le temps, une concentration constante, mais ceux qui font ça s'en sortent. Pour moi, ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire en tant que comédien. Et ceux qui se laissent porter par le texte, et ben au bout d'un moment, ça a tendance à redescendre. Ils n'alimentent pas leur personnage d'une certaine façon. Ils ont l'impression que ce qu'ils jouent est un peu nul ou plat, parce qu'ils n'ont pas vraiment de verbe sur lequel s'accrocher, d'action ou d'émotion. Alors qu'en fait, c'est à eux d'inventer cette chose-là. Et puis, des fois, il y a des comédiens qui entendent pas du tout ce truc-là aussi. C'est quand il n'y a pas de sous-texte, quand à l'écriture, la scène est entre guillemets plate,
le comédien doit prendre en charge de se raconter un sous-texte, de se raconter quelque chose qui se joue finalement. Oui, il y a aussi la mise en scène qui donne beaucoup de relief, quoi. Si on se rend compte qu'une scène est un peu naze, le metteur en scène, c'est à eux de... Suggérer les intentions aussi. Ah oui, évidemment, de rattraper le coup même, si on peut dire. On est sur une quotidienne. Donc une quotidienne, ça filme la vie quotidienne. Mais dans la vie quotidienne, tout est intéressant à voir, hein. Les repas, les petits-déj. Et puis on a de la chance, on a un HMC magnifique, on a des lumières magnifiques sur Déana. Donc en ce moment, en plus, on est sur une arche où ils ont vraiment travaillé la lumière. Ils ont mis une lumière d'été parce que c'est une arche où il y a un requin. On a Jean-Luc Reichmann qui vient. Et quand on regarde, c'est presque clippé par moments tellement c'est beau. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans un environnement où ils vont être magnifiés et par le HMC et par les lumières. Donc tout est intéressant. Enfin pour moi, il n'y a pas de petites scènes. Les scènes passent place et en effet les scènes où on répète les indications, où il n'y a pas d'émotion, où c'est des informations qui sont données à d'autres personnages. Des scènes d'information. Voilà, c'est des scènes d'information tout simplement aussi. Ça va quand on regarde un épisode et qu'elle est en début d'épisode ou un peu au milieu, etc. Ça passe. Mais des fois, les comédiens, sur une journée, ils vont jouer que des scènes comme ça. On fait que les scènes qui sont dans le même décor. Si c'est le décor commissariat, c'est toutes les scènes étalées sur la série où sera de l'info. Donc, des fois, ils s'arrachent les cheveux en me disant, mais ça fait 50 fois que je le dis, machin et tout. Alors moi, des fois, j'essaie de les rassurer parce que je regarde les épisodes aussi. Et je me dis, non, c'est vrai qu'on en a besoin. Parce que des fois, quand on décroche pendant 10 jours ou quoi, on revient. Là, on se dit, il y a des personnages, on sait même plus qui c'est ou quoi. Et en fait, on a besoin enfin, je pense que les spectateurs aussi, ils ont besoin de ça. C'est un format. Tout à l'heure, tu parlais d'industrie. Il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire que c'est un produit qui est fait pour que les gens se détendent, on rentre tout de suite dedans, si on arrive, et c'est bien, c'est comme accueillir quelqu'un aussi. Quelqu'un, il vient chez vous, vous lui dites, bah tiens, voilà, les toilettes, les machins, la salle de bain, elle est là et tout. C'est pas chiant. Même si tu l'as dit à 10 personnes avant, tu le redis à cette 11e personne parce qu'elle était pas là avant. Donc il y a un peu cet accueil-là à faire aussi avec les gens, donc il faut accueillir les gens tout le temps. Et c'est pas évident. C'est intéressant parce qu'en scénario, souvent aussi, il y a cette idée de ce qu'on appelle l'exposition, donc qui sont les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. Donc ces informations-là, il faut essayer de les diluer, ça, il faut essayer de les mettre dans du drama, il faut essayer de les mettre, les soutirer au spectateur, c'est-à-dire que lui donner envie d'avoir l'info avant de la lui donner plutôt que d'avoir le sentiment de lui balancer au visage, etc. Mais dans une grosse série avec beaucoup de personnages, beaucoup d'infos, une grosse arche, c'est beaucoup plus dur à appliquer pour les scénaristes. Les scénaristes en arrachent plus les cheveux. Effectivement, ça retombe plus sur les comédiens de réussir à faire passer ça de façon fluide, quoi. Les comédiens et la mise en scène, c'est pour ça qu'on a suggéré aussi lors d'un colloque où on a parlé de ça, où on arrête les séquences à la table avec un café. Parce que systématiquement, les comédiens s'asseyaient, discutaient et échangeaient des informations. Donc, ils ont essayé au commissariat de dire, systématiquement, maintenant qu'ils vont s'échanger des informations, à un moment donné, on les a fait tous manger. Donc, ils mangeaient des séquences de vie. Après, on les fait jouer aux fléchettes parce qu'ils sont dans la salle de repos et tout ça. Bon, après, ils peuvent être dans des positions différentes. Mais aussi, les séquences où deux copines viennent se parler, qu'elles se posent et qu'elles sont devant leur café, ça, on a dit, on essaye d'éviter maintenant parce qu'on n'en peut plus. Oui, parce que l'histoire se pose, le comédien se pose, tout le monde s'assoit et ça fait une pause pour tout. Les séries françaises, les cafés, on n'en peut plus, quoi. Faut être plus créatif dans la façon de faire passer l'information. Plus créatif, comme dans la vie de tous les jours, on peut s'échanger, on peut se parler sans forcément être assis. C'est plus dynamique que quand des comédiens traversent une pièce en faisant quelque chose, en revenant, en se passant un truc, que assis en se regardant à parler, quoi. Où effectivement, c'est plus plan-plan. Alors oui, c'est le travail de la mise en scène. Donc oui, les metteurs en scène, tant que c'était pas encore passé à l'écriture, on leur demandait que même les séquences qui étaient écrites comme ça, avec les didascalies assis et tout ça, de changer. Donc on a des réalisateurs qui sont très inventifs et c'est impressionnant. Moi, j'ai vu un réalisateur, une séquence qui était tout assis, il a fait venir, rentrer. Enfin, c'était un tourbillon. C'était vraiment très, très réussi. Et maintenant, ils essayent de l'intégrer aussi à l'écriture. Mais on sent que c'est encore des personnes qui sont assises et qui écrivent des situations où parfois c'est pas possible. On peut c'est pas. Intéressant. Comme on écrit en étant assis, du coup on écrit des Voilà. personnages assis. Et puis après, si on s'imagine une situation, on se rend compte qu'on ne peut pas parler parce que, voilà, si on les fait jouer par exemple au flipper, le mec du son il devient dingue. À manger des sandwichs, manipuler des paquets cadeaux. Les comédiens, s'ils tournent 5 séquences dans la journée, ils sont en train de bouffer, ils en peuvent plus, quoi. Et puis c'est hyper galère pour le son, et puis c'est hyper galère pour le HMC. Je dis aux comédiens qui critiquent, parce que le comédien qui systématiquement critique le texte, parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose à critiquer. Je leur dis, mais ils écrivent tous les jours, ils écrivent, il faut qu'il y ait un rendu. Sur une quotidienne, si on sait qu'il y a un comédien qui va avoir 7 séquences d'affilée, on sait qu'il peut y avoir une attention particulière à apporter sur tel comédien, en tout cas en tant que répétitrice. J'arrive pas à évaluer qu'est-ce qu'une scène difficile, qu'est-ce qu'une scène facile. En fait, moi, je crois que c'est pas du tout la question. Ok. Parce que ça dépend de la situation, ça dépend des comédiens, ça dépend du lieu, ça dépend du jour, de la nuit, des réalisateurs et tout ça. On est toujours dans l'instant, en fait. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Comment est le comédien? Comment est la mise en scène? Comment sont les équipes? Est-ce que il pleut, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il est 5h du mat, il est minuit? C'est vrai que des fois, on croit que des séquences vont être très faciles, elles vont être vite tournées. En fait, non, il y a quelque chose qui se passe pas, voilà. Mais après, quand même, quand moi, à la lecture, je dis, waouh, elle est bien écrite, cette séquence-là,
en général, c'est un petit peu plus facile. Ah oui, tout à fait. Une scène mieux écrite et plus simple à préparer. Oui, c'est vrai. Oui. Même si elle convoque des émotions compliquées et tout ça, je sais pas pourquoi, c'est des petits miracles. Hein. Et qu'est-ce que vous appellerez mieux écrite du coup ? C'est hyper fluide dans comment ça se répond en fait. Et puis comment ça s'articule aussi, parce qu'une scène c'est assez court, c'est en général 1 minute 30, 1 minute 30. Et donc l'info doit passer, les persos doivent s'être transformés, il faut une fluidité quoi en fait en très peu de temps. Donc chaque mot compte et quand c'est réussi effectivement c'est super. Souvent on dit ça sur des séquences soit humoristiques parce qu'elles sont très difficiles hein, les séquences comiques. Parce qu'il faut être fin, faut pas être lourd, faut être subtil. Donc quand une séquence, ça se répond bien, et ça, je pense que c'est notre passé de comédien de théâtre, de café-théâtre, où on entend tout de suite, waouh, le rythme, il est là. Et les séquences émotions, quand ça déroule et que tu dis, waouh, c'est beau. Tu as parlé des arches tout à l'heure, Dorothée. Est-ce que vous travaillez régulièrement des personnages sur la longueur ? Parce qu'on a beaucoup parlé du fait d'être dans l'instant, d'être dans le travail de la scène du moment, on enchaîne, et c'est un peu le côté industriel. Mais est-ce que pour les personnages récurrents, du coup, vous avez un travail un peu différent ? Nous, on discute s'il y a besoin de discuter. Par exemple, je me souviens d'une comédienne récurrente qui tout d'un coup devait jouer quelque chose et elle disait c'est pas du tout mon personnage. Ouais. Alors soit elle est de mauvaise foi, elle est juste pas du tout en vie, soit effectivement c'est pas du tout le personnage, mais en tout cas il faut discuter, essayer de pas de négocier, mais de trouver des angles pour justifier un peu l'arche, quoi. C'est censé être une évolution, mais qu'eux vivent ça comme du hors-sujet, c'est ça un peu le... Ouais, et puis du coup, ils se disent qu'ils sauront pas le jouer. Ce qui est difficile pour un comédien, c'est d'un seul coup de devenir moins sympathique. Parce que quand même, de manière générale, les comédiens aiment beaucoup être aimés des spectateurs. Et je leur dis toujours, mais regardez JR, il s'est fait détester, tout le monde l'adorait. On essaye de toujours donner des personnages un petit peu... C'est les méchants qu'on préfère dans les films. Nous, il y en a très peu qui acceptent de jouer ce jeu-là. D'évoluer vers une phase plus sombre. Ouais, alors que je dis que c'est toujours intéressant parce que si vous évoluez vers une phase plus sombre, vous aurez après la lumière et puis en chacun de nous, il y a toujours quelque chose de sombre. Puis c'est assez jouissif en plus à jouer si on se laisse aller. Mais ils ont toujours cette peur parce que les réseaux c'est terrible, hein. C'est terrible, les spectateurs sont terribles, c'est-à-dire que pour eux, les comédiens rentrent dans leur salon. Donc un comédien qui fait un acte négatif ou qui va dire du mal, tout de suite il se fait pourrir. Oui, c'est qu'en fait on croit pourrir le personnage, mais en fait tout le monde pourrit le comédien comme si c'était lui, exactement. comme si c'était une télé-réalité. Et voire donc même, ça, il faut l'entendre aussi, cette peur-là qu'ils peuvent avoir, en faire référer à l'écriture, en faire référer à tout ça. Nous, c'est arrivé quand même qu'il y a un personnage qui a quitté la série parce que d'un seul coup il était arrivé comme simple grand-père sympathique et tout ça, et tout d'un coup on lui écrivait quelque chose où il séquestrait des jeunes filles. Il n'a pas pu résister, il a dit je ne veux pas ça, je ne peux pas accepter de jouer un personnage comme ça. Donc il est parti, on a recasté quelqu'un pour jouer cette intrigue parce qu'elle était quand même écrite, parce que l'écriture est faite 6 mois en amont, donc c'était compliqué de changer complètement l'arche puisqu'il y avait toute une arche qui reposait sur lui, et on a fait attention au nouveau comédien de bien lui expliquer, parce que quand on passe un casting pour un projet, on sait ce qu'on va jouer. Quand on passe un casting pour une quotidienne, on sait ce qu'on va jouer au début, mais on sait pas ce qu'on va devenir. Je pense, parce qu'il y a aussi un autre sujet sur les séries à plusieurs saisons, mais je pense que c'est moins votre cas parce que vous avez des acteurs aussi plus débutants, mais quand vous avez des acteurs très 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 chevronnés qui au bout de 3 saisons peut-être se disent, ça c'est un truc qu'on a traité un peu dans le podcast, mais mon personnage je le connais, ça il le fait pas, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Chloé, c'est qu'il y a aussi la difficulté de comment on peut tordre un personnage, le faire avancer en tant qu'auteur, showrunner, réalisateur, quand le comédien lui-même dit mon personnage maintenant je le connais et maintenant c'est ça. Vous, je sais pas si vous avez ça dans votre... Oui, bien sûr qu'on a ça, on a cette problématique. Et vous arrivez quand même à les faire avancer, les personnages. On arrive parfois, c'est des erreurs aussi de l'écriture, hein, et du coup on revient sur quelque chose. Nous on a eu un personnage qui a été sali par l'écriture dans la mesure où il a trompé sa femme et il s'est mis à boire. Ça a été assez douloureux pour le comédien de le faire, il a très bien fait, il s'est complètement engagé dans ça, mais les spectateurs ont été terribles avec ça. On peut pas tromper on peut pas tromper sa femme avec sa meilleure amie et on peut pas boire, et c'est du pour coup, ça qu'on voit des films et des séries. Le personnage est revenu plus lisse parce qu'il y a des personnages on ne peut pas les salir, ils sont intouchables et ils sont un petit peu les valeurs cœur de la série. J'adore discuter avec des spectateurs lambda et qui me disent ah non, pour moi tel et tel personnage c'est le papa et la maman, il faut pas y toucher, voilà. Et puis il y a d'autres personnages qui salissent, qui ont pas peur d'y aller mais qui se font incendier sur les réseaux. En ce moment, il y a un des personnages qui trompe son mari, elle le fait super bien et elle se fait démonter sur les réseaux. Elle le savait avant, on le savait pendant que ça tournait. Ouais. En fait, faut pas non plus laisser le spectateur faire la dictature et en même temps, faut pas non plus mettre en danger les comédiens, c'est vrai que c'est pas évident pour l'équipe. Mais ça existe dans tous les on pourrait secteurs. aussi ne pas lire ce qu'écrivent les gens sur les réseaux sociaux. Enfin, ça reste une série en théorie. C'est un métier, quoi. Si tu dis non, je vais pas jouer ça, tu perds aussi ton boulot. Enfin, bien sûr. Voilà, quoi, on s'accroche, quoi. Bien sûr. Dans toute carrière d'acteur et d'actrice, c'est une vraie problématique. J'ai vu un reportage là sur Nicole Kidman.
Ouais. Et il y avait eu toute cette problématique d'un moment donné de se salir, de sortir de la femme un acteur de théâtre aussi, sur un plateau, il fait des trucs chelous. C'est ce que demandent les enfants à chaque fois quand deux acteurs s'embrassent. Mais est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Le jeu de l'illusion, ouais. Une quotidienne, c'est particulier parce qu'il y a ce truc qui s'arrête jamais. J'avais parlé avec je sais plus qui dans le podcast qui disait que par exemple il y a que dans une quotidienne qu'on peut accompagner une grossesse au long cours. C'est-à-dire que même sur une série classique de 10 épisodes qui quand même où tu peux vraiment suivre la vie des personnages, ça reste quand même pas mal ellipsé, alors que là on est au quotidien pendant plusieurs mois et donc on peut avoir toutes les étapes, etc. Et donc ça crée encore plus de familiarité, encore plus, donc c'est encore plus difficile peut-être pour le spectateur de faire la différence. Ouais. Et même le moment, c'est les gens ils rentrent du travail, la quotidienne elle s'inscrit dans une vraie vie de famille et dans un vrai foyer. Si on rentre du boulot, on prend le plaisir de voir sa série. Oui, il n'y a pas vraiment de choix. On prend pas le programme en se disant tiens, je vais regarder ça, je lis le synopsis. C'est une habitude quotidienne. On rentre chez soi, on allume la télé et c'est forcément cette série qu'on regarde. Ouais. Quand un comédien ou une comédienne ont du mal à sortir une réplique, ils vont trouver un peu bateau ou un peu cucu. Rappeler aussi qu'ils sont dans une famille quelque part et puis que tout d'un coup, un personnage qui va dire à son enfant « Je suis fier de toi, t'as bien travaillé, etc. » Il dit ouais, « Putain, mais c'est naze ce truc, c'est un peu cucu et tout. » Je dis « Oui, mais imagine que tu es dans une famille des fois et que tu vas avoir toute la famille, ils sont là en mangeant la soupe, l'autre elle voit qu'elle est en train de dire ça et que la mère ou le père est en train de se dire putain j'ai jamais dit à mon fils que j'étais fier de lui. En présence du fils qui est à table et que... Ce genre de truc. C'est valorisant et aussi par rapport à l'écriture, le fait d'être comme ça en famille, dans tous les foyers, parfois on se pose la question du niveau d'écriture parce que on est par exemple à l'hôpital. À l'hôpital ils vont avoir un langage hôpital, à la police ils vont avoir un langage police. On a aussi des avocats, des juges et tout ça et on voulait à un moment donné simplifier les termes. Les comédiens parfois disent ah mais ce mot on le connaît pas, on l'enlève. Bah non, justement, c'est aussi apporter un petit peu un niveau de langage qui est propre à chaque profession. Parce qu'il y a aussi une volonté de vulgarisation. Mais des fois, on imagine qu'on a des coachings spécialisés. Je sais que par exemple, quand on a des films avec l'armée, on fait venir un coach de l'armée en particulier qui vient expliquer. Vous, en plus, vous avez cette casquette. On parlait tout à l'heure de casquette coordination d'intimité qui se rajoutait. Celle-là aussi se rajoute de la connaissance du jargon des métiers, de venir le rajouter, de pas confondre. Il y a plein de fois où je vais sur Internet pour chercher la signification d'un mot et j'essaye de l'expliquer aux comédiens. J'ai dit mais c'est génial si t'arrives à dire ce mot-là parce que ce mot-là, un spectateur lambda va l'entendre, il va dire ah mais c'est quoi? Il va regarder et voilà. Quelle est la hiérarchie entre les différents métiers dans le commissariat? Ça montre beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un peu sur vous, un peu de connaître tout ça, ouais. Oui, et nous, certains coachs dans cette équipe-là, on fait la formation de la police. En fait, on intervient dans des formations de police en tant que comédien pour jouer des situations réelles et pour que les policiers s'entraînent sur nous. Ah, énorme. Donc c'est trop drôle parce que des fois on connaît la procédure et on dit mais non mais c'est pas possible, là ce que vous tournez c'est juste pas possible et on en a un de coach ça inverse Didier, les rôles. Lui il est hyper précis sur ça et il dit ah non là on peut pas faire ça, il peut pas prendre les papiers et tout ça. Faut le formulaire avant et ça après. C'est la fiction parce que c'est ça aussi qu'on dit aux comédiens, c'est de la fiction, on n'est pas dans le documentaire, on doit accepter certaines choses mais c'est vrai que parfois au parloir vous avez la maman qui vient écouter les aveux alors que c'est juste pas possible dans la vraie vie mais on est en fiction et on n'est pas dans le documentaire. On a eu un comédien qui n'était pas autiste mais qui devait jouer un personnage autiste. Chacun avait son fantasme sur l'autisme et on disait attention, on ne fait pas un documentaire sur l'autisme, on va traiter l'autisme mais dans la fiction. Donc une représentation et on choisit. Voilà, on choisit et on va faire bien sûr des arbitrages. Voilà. Juste pour revenir sur les arcs, du coup, toi Malvine, tu disais que tu étais beaucoup 10 minutes avant sur le plateau, mais que des fois ça t'arrivait de te mettre à disposition de comédiens qui voulaient travailler en amont leurs arcs, leurs textes. Est-ce que des fois tu travailles avec eux du coup l'évolution chez leur personnage ou pas? Non. Okay. Et juste pour rectifier, en tant que répétitrice, je vais pas au plateau. Ok. C'est vraiment avant le plateau. C'est avant, ok, temporellement, mais c'est aussi en dehors du plateau. Oui, c'est ça. Ok. Pas de façon générale sur l'évolution du personnage, mais par contre sur une arche, il y en a qui vont vouloir faire des répétitions au téléphone. Et il y en a qui veulent apprendre leur texte avec le répétiteur ou la répétitrice. Ok. Du coup, je suis l'arche avec eux. Et il y a même d'autres répétiteurs ou répétitrices qui ont carrément suivi vraiment le comédien, tous ces jours de tournage, sur des grosses arches, bien précisément. Ok. Quand les comédiens viennent juste pour une arche. Oui, voilà, il est arrivé qu'on accompagne, en plus des coachs, en plus du responsable coach, en plus des répétiteurs sur le plateau, il y a parfois des demandes qui sont faites sur certains comédiens qui sont là sur très peu de temps, des comédiens un peu stars, un petit peu vedettes qui arrivent là et qui ont genre 6-7 séquences par jour à tourner, un planning de malade et qui sont accompagnés en permanence de quelqu'un de l'équipe qui du coup prend en charge plein d'autres choses en plus que la répétition du texte et nous remonte directement les questions que le comédien, mais ça c'est du
du confort. C'est arrivé sur très très peu de comédiens. Il doit y avoir 4-5 comédiens pour qui c'est arrivé depuis le début. Ce que tu disais au téléphone tout à l'heure aussi, Malvin, c'est que s'il faut, c'est au téléphone et comme ça permet. Oui. Non, mais ça peut être même à n'importe quelle heure, un dimanche, c'est ça, c'est à la carte. Oui. On se règle avec les comédiens. Moi, je fais 2 mois in, 2 mois out. Et quand je suis 2 mois in, c'est vraiment comme à l'hôpital, là, quand on est d'astreinte. Oui, mais t'es pas répétitrice. Oui, mais je le fais. Oui, toi, mais Ah oui, mais les répétitrices, elles ont un tarif particulier quand elles le font le dimanche et le soir. Oui, bien sûr, on prend en charge ça. Personne n'est corvéable à merci dans l'équipe. C'est pas chronophage aussi, parce qu'on est une équipe moyenne de répétiteurs, répétitrices. Ouais. Et c'est aussi ça la difficulté qu'on a, c'est qu'on peut pas suivre non plus l'évolution d'un personnage parce que nous, on travaille 1 semaine par mois à peu près, c'est à peu près ça le rythme. Et des fois, on est indisponible parce qu'on est quasiment tous comédiens ou comédiennes à côté. Il y a beaucoup de moments où vous m'avez dit, tiens, message pour les scénaristes, bah, du coup, on y vient maintenant. Comment les scénaristes peuvent-ils faciliter votre travail ? J'ai l'impression, des fois, qu'il y a un côté Playmobil. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ont des petites marionnettes, alors peut-être qu'ils le font avec leur tête, et qu'ils se disent, bon, bah, lui, il dit ça comme ça. Enfin, ça fait un peu comme si on jouait à la poupée. Et du côté marionnette, où on fait faire ce qu'on veut à nos personnages parce que ça nous amuse. Oui, c'est une situation qui se retrouve avec des pivots qui, en fait, parfois, nous, on le ressent pas, ce pivot, et le comédien va le ressentir. Il va dire, waouh, mais je peux pas faire ça, je peux pas dire ça. Donc, on va essayer de trouver dans la séquence les arguments pour l'amener à ça. Et parfois, avec certains comédiens qui acceptent, on joue. On va passer en mode improvisation. Okay. Pour savoir, dans le langage, dans la façon de dérouler le texte, comment on peut amener ça. Et parfois, de sortir du truc et de parler avec des mots d'improvisation, c'est-à-dire que pas des spécialistes, ils ont le déclic qui se fait et qui peuvent après revenir sur le texte. L'improvisation, c'est un outil formidable de travail pour nous, les coachs en amont. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je vois qu'il y a un comédien qui est bloqué sur quelque chose. Je dis, lâche le texte, vas-y, on la joue, on se raconte l'histoire, on se fait des trucs pour comprendre où se fait le déclic, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et souvent, quand les comédiens qui ont cette problématique de chanter, donc ils apprennent leur texte et ils sont pas fluides. Il y a une musique qui se pose. Musique qui se pose. Bah là aussi, on dit, allez, oublie le texte, dis-le avec tes mots, pour au moins il change de musique pour après revenir sur le texte. Et tout à l'heure, Dorothée, elle en a parlé. Tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Il y a une expression qui vient tout le temps. Chez les flics. Alors, la dernière fois, c'était en faisceau. Donc, il y avait un faisceau de preuves, il y avait un faisceau d'évidence. Du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, les comédiens, ils le savent pas forcément parce qu'ils lisent pas tout. Ils lisent leurs séquences. Les autres séquences. Mais en fait, comme toi, tu survoles tout, tu vois ce truc, tu dis, mais d'où elle sort? Alors, des fois, il y a a priori. C'est le même auteur qui a tout dialogué, là. Et encore, un faisceau, c'est pas mal. Mais moi, c'était oh la vache. Oh la vache, oui, voilà. Oh la vache à la police, oh la vache chez les jeunes du lycée, oh la vache, voilà. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut enlever juste oh la vache, le garder juste pour un truc, mais pas partout, Oui, voilà. parce qu'il y a un auteur qui fait le lissage dialogue, des fois, j'imagine que c'est cet auteur qui va, à ce moment-là, mettre ses propres tics de langage, je sais pas. Après, des fois, moi, j'ai l'impression d'être un fou furieux, mais j'entends des allitérations qui arrêtent pas de revenir. Ça, c'est essentiel. Parlons-en. Des fois, même, il y a des répliques, c'est des alexandrins. Ou des octosyllabes. Donc ça fait musical, ça fait. Moi, je suis comme ça, je me les compte. Alors des fois, je dis à la script, je dis non, mais là, c'est des alexandrins, les répliques. Et puis les gens, ils me regardent, genre, mais t'es un grand malade et tout. Excuse-moi, mais je l'entends, quoi. Ça fait mécanique, ça fait musical, ça fait écrit. Il y a des rimes et tout. Non, mais vraiment, à la syllabe et tout, ça fait des octosyllabes. Alors bon. Bref, il y a des trucs comme ça. Alors des fois, je vais voir le comédien, je dis casse le truc, change un peu les mots pour qu'on n'ait pas cette musique. Ceux qui ont un passif, on va dire, théâtral ou qui sont toujours acteurs de théâtre, ont conscience de ça, ont conscience de la musicalité des mots, etc. Alors ça demande beaucoup de travail parce qu'au début, on se dit tiens, on est cool, on peut s'appuyer sur le texte, mais en fait pas du tout. C'est un problème parfois pour des acteurs qui sont à fond sur le texte, c'est leur ossature, quoi. Sur Bible, ouais. Ouais, du coup on va devoir changer des choses parce que c'est indicible et qu'ils voyaient bien que ça marchait pas, mais ils l'ont appris quand même. Et on est obligé de modifier des choses à la dernière minute, c'est embêtant, quoi. Nous, on a la problématique, par exemple, on se dit souvent, les auteurs, ils sont pas ici. Ils sont pas à 7, ils ont pas vu les décors. Ils parlent de l'océan. Ils parlent de l'océan, mais aussi ils font par exemple, la personne est assise sur son canapé, elle sonne, elle ouvre la porte. Bah non, entre le canapé et la porte, il y a genre 20 mètres, donc tu peux pas aller ouvrir comme ça instantanément. Donc la connaissance du lieu dans lequel ils écrivent les personnages. Et après, comme nous, on est à 7, c'est quand même très typé. Là, par exemple, il y a eu une arche où il y a eu les joutes. C'est comme la police, c'est vraiment un langage particulier. Donc s'imprégner, je pense que vraiment d'être sur le lieu où ça se tourne et de s'imprégner des lieux, pour moi, je trouve que ça assez important. Là, j'arrive sur une partie un peu anecdote. Quelle est la scène dernièrement qui vous a demandé le plus de créativité? Avec les enfants, surtout avec les plus petits, c'est de leur donner envie de le répéter, le texte. Parce que c'est un exercice, qu'ils sont en vacances et qu'ils ont autre chose à faire. Et là, du coup, c'est de le faire en jeu. Quel type de jeu tu mets en place, par exemple? J'essaie d'imiter son partenaire, par exemple. Ça l'a fait beaucoup rire. Je le fais en chantant, je le fais... C'est drôle. Et ça fonctionne, t'arrives à trouver les techniques? Et elle accepte de le faire.
pour le moment. Quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi, elle coach une petite de 4 ans et demi. C'est hein. quand même fort. Hein. Bravo. Mais même avec les adultes, je me rappelle, j'ai fait ça déjà avec un comédien adulte. On a répété en chantant parce que sinon il avait pas envie, il était fatigué. Ouais. Et on a fait des T'as trouvé la accents, façon ouais. pour les faire bosser son texte. Voilà. Il y a une actrice que j'aime beaucoup et qui lâche rien, vraiment, cet archétype d'acteur là qui, même passe-moi le sel, ils vont travailler, Ouais. qui explose en fait. Quand elle est en plateau, elle explose parce que elle peut pas. Et en fait, cette énergie-là, c'est une façon de gérer son travail. Moi, il y a pas de problème, je comprends tout à fait ce truc-là, mais les équipes, à chaque fois, ils sont. Elle explose, tu veux dire, elle pète les plombs. Ouais, elle pète les plombs. Mais c'est quoi, c'est de la merde et tout, machin. Et là, et quand elle trouve, c'est vraiment une très très bonne actrice. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à réécrire en fait les textes. Elle me dit non mais tiens toi vas-y, tu le fais bien et tout. Donc je suis là, donc, je me joue le truc et tout en essayant de trouver. Et puis peut-être on a des vibrations en commun, ça marche. Mais les réalisateurs et la script, des fois, ils regardent un peu en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Toi, tu sais que c'est son processus. Toi, tu sais qu'elle fonctionne comme Ouais, ça. parce et qu'ils que se disent mais pourquoi tout d'un coup elle dit à lui de faire le truc? Alors des fois il y a un réalisateur quand il connaît pas, il va dire non, mais on appelle les auteurs plateau. Puis bon les auteurs plateau là t'es non c'est de la merde et tout, j'ai pas confiance en eux. Ah ouais, dur. Bon bref, alors quand je m'entends bien avec le réal, je lui fais un clin d'œil genre t'inquiète, C'est géré. je gère. Bon il laisse faire un peu le truc, mais des fois c'est des trucs, ça peut prendre alors 10 minutes, voilà ça paraît rien, mais sur un plateau quand on a 45 minutes pour faire une séquence, c'est Après, il vaut énorme. mieux, j'ai n'importe quoi, peut-être vaut mieux craquer un bon coup, comme ça, trouver le truc et paf, on passe à la scène d'après plutôt que de tourner en rond une scène qu'on n'arrive pas. Ouais, mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout de la séquence, quoi qu'il Ouais. arrive. Ah oui, c'est pendant les prises, tu voulais dire que. Oui, oui, pendant ah que ça ok, tourne. je pensais Ouais, que moi, c'était je dans suis- la mise en place, moi. C'est ça, c'est que nous, on est en direct. Ah ok. Et des ok. fois, tout d'un coup, ça passait, puis en fait, ça passe plus. Et là, il faut faire quelque chose. Bien sûr, c'est le réalisateur qui a le dernier mot, mais c'est les subterfuges Ouais. qu'on prend avec les acteurs. Mais moi-même, en tant qu'acteur, on triche avec soi-même, quelque part. Quand on est acteur, on triche avec soi-même. Parce qu'il y a l'ego tout le temps qui est là, Mm. qui vous empêche de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est toujours l'ego qui bloque un acteur à faire quelque chose, plus ou moins. Donc, un acteur qui a de la technique, il sait qu'est-ce qu'il va se raconter comme mensonge à lui-même pour arriver à jouer ce qu'il a joué. Bon. Il y a un peu ce travail-là qu'on fait aussi avec le réalisateur, la script, vis-à-vis de l'acteur. Donc, je dirais, les moments vraiment délicats, c'est quand tout d'un coup, tout ça, ça se met en branle. Et que on est en train de chapeauter un peu toute cette interactivité qui est complètement psychologique. Ouais, Parce qu'au totalement. final, l'acteur, on a juste envie de lui dire, bah, t'es payé pour ça, tais-toi et joue, c'est tout. Dis cette phrase, fais pas chier. Mais ça suffira pas. Mais non, ça marche pas. Il faut trouver autre chose. Ok. Il faut trouver autre chose. Et il faut le trouver. Donc des fois, il y a des trucs, on est dans ce tourbillon et bon, des fois ça marche super bien et là on sort, on est le roi du monde, on est alors ça c'est dans notre tête. La réalité c'est qu'on est tout seul dans notre coin, on fait yes, yes, yes. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Il y a quelques comédiens qui sont On reconnaissants, nous qui remercie viennent à quand la même. fin, Oui, à la qui fin, viennent ouais. nous remercier parce qu'ils savent ce qu'ils ont traversé eux à l'intérieur et ce qu'on a traversé en empathie avec eux à l'intérieur. On est les seuls Juste être présent à ce moment-là, partager quoi. ce secret intime. Mais t'as abordé aussi un truc qui est intéressant, c'est que s'en prendre au texte, c'est une façon de s'en prendre à quelqu'un qui est pas là. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, c'est pas forcément le texte le problème. Des fois, ça l'est, mais des fois, c'est pas forcément le texte le problème. Et c'est un bon moyen. C'est vrai que c'est difficile de faire l'arbitrage dans ce moment-là entre est-ce que c'est vraiment le texte ou est-ce que c'est juste qu'on n'a pas trouvé comment encore l'aborder. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la script. En fait, sur les projets, d'habitude, la script prenait en charge ce respect du texte hyper fort. Et là, sur la quotidienne, il y en a encore qui le prennent en charge. C'est-à-dire qu'il y en a encore qui regardent le texte. Et il y en a qui nous font complètement confiance. Le réalisateur n'a pas les yeux sur le texte, il a les yeux que sur l'écran. Et la script, quand elle a complètement confiance au coach aussi, elle est sur l'écran et sur son rapport de script, quoi, Le prod, dans ouais. lequel elle remplit, parce que c'est monstrueux, quoi, le travail d'une Sur une script. quotidienne en particulier, Sur une oui. quotidienne. Pour moi, c'est le poste le plus incroyable. Bon, les archives ils nous ont dit que justement ce qui les saoulait le plus, c'est le rapport de prod. Alors, j'imagine même pas sur une quotidienne, le temps qu'elle doit y passer, Oh là ça là, c'est quelque chose. c'est ouais. incroyable. C'est pour ça qu'elles sont contentes quand ça se passe bien le trio, parce que s'il y a un échange artistique, parfois on échange plus avec la script qu'avec le réal, suivant les affinités. Et souvent les scripts sont dans une sensibilité aussi qui est un peu différente du réalisateur, parce qu'il faut qu'on aille vite en fait. Il faut vite prendre la décision de qu'est-ce qui fonctionne pas dans cette séquence-là, comment on peut aider par rapport au texte. Et il faut qu'on aille voir le comédien pour lui dire juste une chose, parce qu'on ne peut pas lui dire 1000 choses, parce qu'il est déjà submergé par sa propre émotion de jeu. Il faut savoir qu'ils sont en permanence touchés par le HMC, le maquillage, le coiffeur. Tout le monde vient les toucher, le son vient leur remettre le micro, le cadreur vient lui dire « mais mets-toi plus là, appuie sur la droite ». Enfin, tout le monde vient leur parler et eux, ils sont Le là. perchman bouge pas trop ta veste quand tu parles et machin. ouais. Voilà, attention, ne fais pas ça. Et en fait, nous, ce qu'on voulait au tout départ, c'était concentrer la parole de tout le plateau
pour le comédien, mais c'est juste pas possible parce que il faudrait qu'on aille voir tous les postes et dire bon bah voilà, il y a dans le flux, il n'y a pas le temps. Ouais. Mais parfois c'est un peu destructeur pour certains comédiens qui n'ont pas cette capacité à tout accueillir, toutes les réponses et qui se sentent agressés en fait de toutes parts parce qu'ils sont dans une position de fragilité quand ils jouent. Et puis un metteur en scène seul peut être un peu agressif du fait qu'un metteur en scène, quand il n'a pas l'expérience de la direction d'acteur, j'imagine, peut se retrouver à sortir 1000 phrases, à remplir la tête du comédien de plein de trucs quand ils n'y arrivent pas. Oui, tout à fait. Beaucoup trop d'indications. Oui. D'où ce que vous dites de savoir arriver à une indication. Mais juste pour rebondir, donc toi, une séquence récemment, tu as dû être très très créatif pour la faire fonctionner avec un comédien ou une comédienne, ça te revient ou... Oui, c'est les séquences d'intimité. Pour moi, c'est ce qui est nouveau pour nous et où il faut tout créer parce que le réalisateur nous dit moi je vous fais confiance, vous voyez par rapport au didascalie et tout ça. Et donc, où là, c'est super agréable pour moi parce que j'apprends aux gens qu'est-ce qu'une caresse, qu'est-ce qu'un baiser, qu'est-ce qu'ils peuvent le faire et leur proposer différentes choses et de débloquer des gens qui après reviennent de la séquence et me disent « Ah, mais j'étais super à l'aise en fait. » Et finalement, il s'est dit « Je regrette de pas avoir préparé les autres séquences où ils étaient pour lui plus simples. » Et il dit « Non, c'est pas la peine de les voir. » Même les séquences de colère, si il pensait que la colère était facile, non, la colère, il faut arriver avec un niveau d'énergie hyper fort parce qu'on n'a pas le temps qu'elle monte. Au montage, on l'a, cette séquence-là. Parce que nous, comme on est des puristes, on aime voir le comédien dans sa continuité. C'est-à-dire que pour nous, une séquence, quand elle est jouée dans sa continuité, sans interrompre, elle est réussie. Et dans la quotidienne, c'est rarement ça. C'est-à-dire qu'un comédien, il trébuche sur une séquence, il va se reprendre. Il la refait pas à zéro. Il refait jamais à zéro. Parce qu'on n'a pas le temps de refaire les prises de zéro. Voilà. Et on se dit, on fera un cut sur le contre-champ à ce moment-là. Exactement. Et donc, du coup, on reprend la hauteur. Mais les comédiens de théâtre, ils sont frustrés toujours parce qu'ils disent, j'en veux une propre. Surtout, on coupe jamais. C'est-à-dire, j'ai fourché, on dit pas couper. Théoriquement, quand on a le temps, etc. On fourche, on se plante, peu importe, on va au bout de la prise et on en refait une parce que peut-être la fin de la prise serait intéressante, je sais pas. En fait, quand on fourche, on se plante, on doit reprendre. Ils reprennent les comédiens. Eux, ils doivent reprendre, d'accord. Ça, c'est la quotidienne. C'est ce qu'on leur apprend. Moi, quand ils viennent en premier coaching, je leur ai dit, vous pouvez vous reprendre dans votre réplique, vous reprenez le début de votre réplique. Parce que on va pas des fois refaire toute la prise juste pour un fourchage, alors que le comédien il joue la séquence, il s'est planté dans une réplique, il reprend celle d'avant et il redéroule, c'est bon, si c'est la dernière, voilà. Malvine, toi il m'arrive tout le temps des trucs, Sur ma dernière journée avec la plus petite, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai joué dans ma maison sous terre avec elle pour la centrer sur quelque chose. Ouais. Il y a 3 semaines, c'est pareil, c'était des grosses séquences avec beaucoup de monde. Du coup, pour pas que la plus grande, je sentais qu'elle commençait à en avoir marre d'attendre. Ouais. Donc là, j'ai un peu fait le spectacle avec le personnage Madame Lamentin pour lui faire son texte. Avec les enfants, il m'arrive tout le temps des choses. Ouais. On doit agir très vite et au dernier moment. Et donc parfois, le comédien ou la comédienne ne sait pas, il y a un truc qui la gêne, qui le gêne et tout ça. Et du coup, on trouve un mot qui fait « Ah putain, merci !» Tu m'as tellement aidé. Bon voilà, c'est des petites choses comme ça. Des fois, on a des striptease, on a des danses et tout ça. Et moi, j'adore coacher ce genre de séquences préparées en amont. Tu prends des coachs danseurs en plus à côté ou tu fais direct? Moi, en fait, comme je suis une formation de danseuse, je le fais aussi. Ok. Donc, tu fais tout, quoi. Tu coaches tout. Pour m'amuser, c'est parce que du ça, plaisir. des fois, c'est encore un autre coach. Il y a les coachs vocaux, il y a les coachs de danse, etc. C'est tombé que sur des sessions où j'étais là, donc j'ai pu coacher une valse pour un mariage, j'ai pu coacher 2-3 striptease. J'ai adoré des personnages hommes qui faisaient comme ça sur le bar. Ah, c'est pas très radiophonique. Très drôle. La vague. La vague sur le bar, c'était hyper sexy. Et puis notre grand personnage de Mona, joué par Catherine Benguigui, qui devait faire un effeuillage à la Alice Sapritch, qui s'est régalée vers ça. C'est des moments de plaisir où on met la musique, où on s'éclate et tout ça, parce que ça on ne peut pas le répéter. C'est pour ça que Tout pour la lumière c'est très compliqué, parce que eux ils doivent répéter la musique, la danse, le chant, c'est extraordinaire. La nouvelle série avec Netflix, TF1. Ouais. Après on a eu aussi des séquences chantées avec Emmanuel Moire qui a carrément écrit une chanson, et on a quelques comédiens qui sont chanteurs aussi dans la série, et ça s'est super bien passé. Ça vous retire un peu de boulot de coaching s'ils connaissent déjà un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que votre expérience de coaching vous a donné comme leçon vis-à-vis du scénario, de l'écriture, de la dramaturgie? Je me rends compte que maintenant quand on passe les castings pour plein de projets, on a souvent des V1 et des V2. Et donc souvent, dans l'écriture, je dis waouh, il manque 1 ou 2 étapes avant que le texte soit définitif, mais je ne vais pas porter un jugement tout de suite. Pour moi, c'est presque un plaisir et un enjeu de dire tiens, je vais jouer la séquence avec les mots qui sont écrits. Si vraiment il y a quelque chose où c'est pas possible de le dire, je vais le changer. C'est un métier quand même incroyable de créer de l'écriture au quotidien et de faire vivre des personnages au quotidien. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Moi, ce serait plutôt sur le dialogue parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, à force d'en lire en permanence des dizaines par jour,
Je pense que ça m'a aidé à devenir meilleur dialoguiste pour des projets personnels, par exemple. C'est assez concis quand même. C'est des scènes assez courtes dans lesquelles l'information doit passer, plus des émotions et tout ça. Donc c'est un travail incroyable, le dialogue. Et je trouve ça assez fascinant. C'est des comédiens que je trouve très inspirants dans leur façon d'aborder le texte. Ok. Déjà parce qu'il y en a qui ont vraiment des expériences incroyables. Je pense à Luce Mouchel. Ouais. Qui a une façon d'aborder le texte très fine, je trouve, et rythmiquement. Elle, pour le coup, il n'y a pas de séquence passe-plat. En tant que jeune comédienne, je pouvais aussi me dire, il y a des choses passe-plat, et il y a des comédiens qui prouvent qu'il n'y a pas de séquence passe-plat. Qui te montrent qu'en fait, ils peuvent tout faire passer, quoi. Et la rigueur dans le travail, il y en a, je les admire, ils sont là depuis le début de la série. C'est comme s'ils avaient un CDI, et malgré tout, ils travaillent tous les jours. Ils ont conscience, en fait, de la responsabilité qu'ils portent en étant diffusés tous les soirs dans des foyers de milliers de téléspectateurs. Et ça, c'est une bonne leçon aussi. Ceux qui s'en sortent le mieux, ils arrivent à encaisser cette charge émotionnelle comme ça sur du long terme. Parce que tout le monde peut être bon sur 2-3 séquences pendant un jour ou deux. Mais là, on parle de gens qui font 6, 7, 8 séquences par jour pendant plusieurs semaines sans s'arrêter, pendant des années. Le même personnage, c'est un peu le côté, s'il devait y avoir un enfer des comédiens, comme l'a dit une comédie de Dante, là, il y aura un étage comme ça, où toute ta vie, tu vas jouer le même personnage. Tu sais plus quitter dans la vraie vie. Tu vas vivre des choses horribles, et puis en même temps, tu peux jamais les accumuler, parce que sinon, dans la série, ils seraient tous avec des béquilles, des machins, suivis par des psys, etc. Ou alors avec des post-traumas. Quand tu vois tout ce qu'ils traversent sur l'ensemble des saisons. Tout ce qu'ils traversent, c'est ça qui est exceptionnel sur la quotidienne. Alors, ils le prennent en compte, ils le prennent pas en compte, mais bon. Ça, c'est le travail de l'acteur. Par rapport à l'écriture, moi, je dirais, c'est vraiment quand on sent qu'il y a quelque chose de très présent dans le ici, le maintenant, de ce qui est en train de se passer entre deux êtres humains qui discutent de personnages, qui discutent avec un passif, un background, des non-dits, etc. Et puis aussi que c'est quelque chose qui ouvre sur du plus large, donc macrocosme, microcosme, mais ça, on le découvre pas tout de suite. Quand il y a les deux qui arrivent à se rejoindre, peut-être c'est ça qui fait qu'une écriture est bonne ou qu'elle est fluide, etc. Parce que après une quotidienne, il y a ce truc un peu où il y a jamais trop de silence. Ça peut presque s'écouter comme une émission radiophonique, une quotidienne. On n'est même pas obligé de regarder l'image. Des fois, quand c'est beaucoup de dialogue en fond sonore et que c'est pas... Il y a un truc comme ça où dès qu'il y a trop de silence, de toute façon, après, il coupe. Il rajoute, où il y a de la musique, où il y a toujours un fond, quelque chose. Enfin, toujours quelque chose qui happe le spectateur. Demain nous appartient, c'est un peu différent d'un si grand soleil. Parce que nous, on est dans une tranche horaire où les gens ne sont pas forcément assis devant leur télévision. Nous, on est à peu près sur du 19h, 19h30, 19h10, 19h40. Et vous êtes plus tard, 20h30, quoi. Ouais. Donc, nous, si tu veux, ils considèrent que les gens peuvent parfois être en train de préparer le repas, en train de mettre la table, en train de faire d'autres activités. Et du coup, systématiquement, on dit, ils écoutent la série. Ils vont pas forcément la regarder. Donc c'est pour ça qu'ils considèrent que DNA est un peu parfois bavard. Ça aussi, c'est une différence d'écriture. Parfois, les comédiens disent « Non, mais ça, j'ai pas besoin de le dire, je le joue. » C'est vrai. C'est vrai, et dans le cinéma, tu le jouerais. Les scénaristes, souvent, il y a un adage qui est chaud dont tel, c'est montre ne dit pas, on verra à l'image, sauf que ça, c'est hérité du cinéma où on est devant un cinéma sans son téléphone posé avec des gens. Exactement. Et quand on est chez soi avec son téléphone et faire la bouffe, c'est différent. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est quelque chose qu'on doit dire systématiquement aux comédiens. Le téléspectateur n'est pas forcément en train de regarder l'image. Il doit quand même ressentir la même émotion avec les mots, en vibrant et tout ça. Et aussi, pour moi, il y a quelque chose qui me touche, c'est quand il y a de la poésie. Parce que c'est quelque chose dont on s'éloigne dans notre société. Il y a beaucoup moins de poésie. Et donc, s'il peut y en avoir un petit peu plus dans les scénarios, je serais ravie. Parce que pour moi, la poésie, elle apparaît partout. Elle peut apparaître dans une séquence de petit déjeuner, elle peut apparaître à l'école et tout ça. Et ce qui serait magique, c'est de réintroduire un peu de poésie dans ce quotidien. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. La contemplation. Sur DNA, des fois, on a des plans comme ça, on a une mouette qui vole entre deux séquences, ou alors on voit un plan de page. C'est des petits moments comme ça de recul. Mais il peut y en avoir, je pense, à l'écriture, et ça doit être très difficile, et des fois, on l'entend. Et c'est là que je dis waouh, c'est beau. Est-ce que vous auriez, vous, une question à vous poser les uns aux autres? Oui, moi j'ai une question, je me demande ce que font les auteurs plateau chez vous. Sur DNA. L'auteur plateau est présent à la réunion Sens. C'est une réunion qui a lieu avec le producteur, tous les réalisateurs qui vont tourner la session, les premiers, les scripts, le référent coach, l'auteur plateau, la coordination d'écriture aussi, et les coordinateurs artistiques. Et donc là, le producteur traverse les séquences. Nous, on intervient, on dit, bah là, attention, il y a une répétition de ce mot-là, il y a une répétition, c'est bizarre que la séquence finisse comme ça, et que voilà. Et donc l'auteur plateau prend en note tout et va faire des béquets.
va faire des béquets qui vont sortir genre 3-4 jours avant le tournage. C'est des petites adaptations. Par exemple, on a fait une arche où c'est une comédienne qui va plaider. Elle a lu toute sa plaidoirie et il y a des choses qui lui conviennent pas. Elle va appeler l'auteur plateau et elle va dire moi je veux changer ça. Elle peut venir aussi en urgence sur un plateau parce que le décor ne correspond pas à ce qui est écrit et on n'arrive pas à avancer. Donc voilà. Moi par exemple, je reçois un comédien, on lit la séquence et il y a des choses que le comédien est pas je l'appelle, je dis est-ce que tu es d'accord si on enlève ça. Est-ce qu'on peut réadapter ça? Et c'est formidable pour nous parce que on fait beaucoup de mise en bouche, les coachs, mais on ne peut pas enlever des informations et parfois on a besoin du relais d'une autre personne pour convaincre le comédien et donc ça nous aide beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui est en relation avec Paris. Donc moi quand j'ai des questions sur un personnage qui arrive et qu'on lui fait faire ça, je dis est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce personnage-là? Comment il va évoluer? Quel est son background et tout ça? Et voilà, des fois elle sait pas, mais en tout cas pour nous c'est vraiment un élément hyper important du travail. Moi je voulais savoir si tu lisais tous les scénars. Oui, je lis tous les scénarios. Et est-ce que tu te fais des petites notes quand ça te convient pas? Est-ce que par rapport au texte, il y a des choses Alors pas du tout, non. Par exemple, je vais avoir une session de 2 semaines de travail, je lis 60 scénars, c'est-à-dire 20 épisodes avant, les 20 épisodes de la session et les 20 suivants. J'essaie d'aller assez vite parce que sinon ça prend quand même beaucoup de temps et j'ai une bonne mémoire. Et ensuite, en plateau, soit j'ai une continuité que je regarde, soit je me souviens. Qui fait la continuité chez vous? Les scripts. Mais donc, une continuité, c'est quoi? C'est juste un fil avec des mots-clés ou ça va être vraiment beaucoup plus détaillé que ça? Non, ça va être... continuité, c'est vraiment chaque épisode, la date de tournage, l'équipe de tournage, le petit résumé, la musique éventuellement, les accessoires éventuellement et les enjeux de la séquence. Nous, c'est un outil de travail énorme, la continuité. Et ça, pour ça, on remercie les scripts et notamment la script référente. Surtout sur la quotidienne, oui. Nous, on crossboard parfois sur 50 épisodes. Un comédien peut crossboarder sur 50 épisodes dans une même journée. Donc ça veut dire qu'il va tourner, par exemple, des scènes de commissariat réparties entre 50 épisodes, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Ou dans une journée, il va aller sur 3 plateaux différents et crossboarder sur 50 épisodes. Donc, quand il a préparé sa session de travail, moi, je suis là avec la continuité. Elle est faite par les répétitrices à partir du document de la script référente. Donc, je rappelle dans quelle arche il est, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, parce que c'est complètement déstabilisant. Ça, c'est en amont. Après, quand ils sont sur le plateau, il y a la script et nous, tous les coachs ont accès aussi à la continuité pour leur rappeler ce qu'ils ont fait, parce que c'est très, très, très difficile pour un comédien sur les quotidiennes. Ouais, surtout que les scènes varient pour un spectateur, mais pour le comédien, non, parce que le comédien va être toujours au même endroit sur une même journée. Ça peut être un peu rébarbatif et à chaque fois, il faut retrouver. Non, cette fois, l'émotion, c'est ça, cette fois, l'émotion, c'est ça. Ça peut être un peu compliqué. Ouais. Par exemple, là, on avait cette fameuse comédienne qui est excellente et qui avait une arche où elle enquêtait sur des choses compliquées, mais dans sa vie à côté, elle se fiançait. Donc, en permanence, il faut lui dire tu vas bien, je vais bien, tout va bien. Tu vois, parce qu'il y a un meurtre, que voilà. En fait, c'est toujours compliqué. Pour la police, c'est toujours dur parce que ils parlent de gens qui sont morts, de crimes horribles, et en même temps, s'ils sont pas affectés eux personnellement, il faut qu'ils restent, parce que dans la séquence d'avant, on va la voir essayer sa robe, dans la séquence d'après, on va la voir rigoler, danser. Elle peut pas d'un seul coup plonger dans les ténèbres parce qu'elle a découvert un corps. J'imagine qu'il faut quand même des transitions, mais c'est... Les transitions, malheureusement, c'est joué par d'autres comédiens sur d'autres séquences. Donc on s'imagine beaucoup de off. Ah, ok, et c'est d'accord. Ça, parce que dans 19 séquences, il va y en avoir 5 qui concernent le personnage, qu'on va voir le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Ouais. Et dans ces trucs, on va la voir au travail, on va la voir le matin quand elle se réveille, qu'elle est super amoureuse de son chéri, et qu'elle va l'embrasser, qu'elle va vouloir faire basculer. Je me rappelle, il y avait des séquences comiques au milieu d'une intrigue de plusieurs épisodes assez lourde. Et je me rappelle que vous, les coachs, vous redescendez le côté comique pour que ce soit harmonieux, en fait. Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail sur le scénario avec le scénario? J'adore lire, mais comme je suis obligée de prendre des notes, c'est ça qui est dommage pour moi, parce qu'avant je prenais pas de notes, donc je lisais, je me laissais porter, donc j'adore, parce que moi je lis, je relis, je vois les rushs, et je regarde les épisodes, et je suis encore espantée aux épisodes. Donc, il y a 1000 histoires. Et en plus, on adore nos personnages. Donc, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Non, il va pas faire ça. Là, le requin qu'on retrouve mort, il est mort d'une overdose, quoi. C'est que sur DNA qu'on voit ça, quand même. Parce qu'il a mangé un drogué. Un dealer qui avait un pochon de énorme drogue et tout. C'est énorme. Okay. Mais, comme maintenant, il faut que je sois vigilante quand je regarde qu'il y a des choses comme ça. Donc, en permanence, j'ai une petite note. Et ça me sort. T'as pas de lecture différente? T'as pas une lecture roman et une lecture technique, par exemple? Non, il manquerait du temps. Ouais, okay. Parce qu'il faut qu'on avale, je sais pas, il y a du volume, le scénar. Quand moi je vais rentrer, là, je vais avoir une amplitude de 60-70 épisodes. Donc si j'ai pas lu en amont... Donc tu ne lis pas tout? Je lis tout. Même quand je suis off. Et après, je les relis quand je les travaille avec les comédiens. Moi, j'essaie d'aller chercher les détails, de parcourir les épisodes. Je survole, je reviens dessus. Et à chaque fois, je note. Je suis un comédien. Quand tu joues des pièces et que j'ai 30 pages de texte, je réécris tout. Je me dis, il y a un type qui l'a écrit, donc je peux aussi bien déjà l'écrire. C'est drôle, ok. C'est une technique, ouais. Quand je sais plus où je suis, en fait, je sais que je l'ai écrit. Mais t'écris à la main, en l'occurrence? Oui, je refais tout à la main. C'est un moyen aussi de retenir que de s'impliquer physiquement dans l'écriture pour travailler le texte. Il y a aussi ça. Et des fois, c'est ce que je dis au script. Je
Je sais que l'info, elle est là. Il va dire, tiens, j'ai vu machin hier. Non, c'est pas hier. Il l'a vu une autre fois. Ou alors, par exemple, la dernière fois, je lisais une séquence un peu anticipée où un personnage dragouille une nana. Il lui dit, oui, mais moi, j'ai pas d'enfant, j'en voudrais jamais, tout ça. Et en fait, ça, pas du tout. Il y a 5 carches en avant, il a une fille. Et en fait, cette actrice, elle est partie de la série. Tout le monde a oublié qu'il a une fille. Mais le fait est qu'il a une fille. J'en ai parlé au coach référent, David, qui en a parlé à l'écriture. Et l'écriture lui ont dit, oulala, malheureux, c'est une V1. C'est une V1, donc ça va être réajusté, etc. Donc, en plus, eux, ils ont un process pour corriger ça derrière, de toute façon. Ah, Moi, j'adore ça. En fait, je me spoil moi-même. C'est-à-dire que je vais le plus loin possible dans les trucs. Ouais, je pour vois. voir un peu. Et en gros, sinon, c'est plutôt une séquence. Pour moi, c'est comme des petits rendez-vous. C'est comme on se dit, bon, ok, demain, on va faire ce truc-là. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Et des fois, je suis déçu parce que clairement, on est passé à côté. Ouais. Et puis, des fois, je suis super content. Et des fois, on appelle ça minimum syndical, c'est-à-dire que l'acteur, il a fait le taf, les images sont là, bon, ok, bon, on a le truc, merci, bonsoir, on passe à la suivante. Ça, c'est des conseils, des fois, que je donne un peu aux jeunes comédiens, c'est de jamais se laisser endormir par l'écriture. C'est-à-dire de jamais se contenter, il y avait une comédienne qui était génialissime, qui inventait plein de choses et qui maintenant est sortie de la série, qui devait jouer à un moment donné une séquence où elle a été convoquée par la directrice de l'école et elle apprenait que ses 2 parents venaient d'être assassinés. Donc un truc monstrueux. Comment tu joues ça, juste? C'est impossible. En 3 répliques. Et je me disais, elle va faire une dinguerie. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle aurait pu exploser de rire. Voilà, ça dure un quart de seconde. Mais exploser de rire et genre, vous foutez de ma gueule. Ouais, et puis tout d'un coup, elle sombre dans l'horreur absolue en disant, mais si, c'est vrai, tout. Bon, elle a fait le truc très propre, genre, quoi, c'est pas vrai, machin. Elle a quelques larmes et tout, hop, câlin, machin, et fin de séquence. Et je suis allé la voir à la fin et je lui ai dit que j'étais déçu. Alors je l'ai rassuré, je lui ai dit que c'était très bien, que ça passait bien, que ça suffisait, c'était etc. réussi, mais... Mais quelque part, je lui ai dit, voilà, mon point de vue aussi, c'est que là, à cet endroit-là, toi, t'es une excellente actrice. Et là, tu t'es endormie sur un truc. Je savais qu'elle pouvait entendre cette chose-là aussi. Parce qu'il y a des acteurs qui peuvent pas entendre ce genre de choses. Et elle a très bien pris. Elle a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, machin, je peux avancer, etc. On a eu beaucoup d'arches où c'était triste, justement, ou des choses comme ça, et où la chaîne a demandé qu'il n'y ait pas de larmes. Donc c'était très difficile pour un comédien de dire j'ai cette séquence émotion et je n'ai pas le droit de pleurer. Et il y a une réalisatrice qui a dit mais en fait c'est les spectateurs qui doivent pleurer, c'est pas le comédien. Et c'est vrai qu'on a des comédiens et des comédiennes qui ont la larme facile. C'est pas tout le monde, hein. Mais ça peut être aussi un refuge d'ailleurs, ça peut être un refuge de jeu aussi. Oui, mais c'est une sensibilité. C'est pas beaucoup de gens qui arrivent à pleurer comme ça. Et c'était difficile pour le comédien de lui dire il faut pas que tu pleures, et pour la comédienne il faut pas que tu pleures alors que vous vivez des choses très dures. Et là j'ai regardé les épisodes et j'ai dit en effet c'est plus fort quand il n'y a pas la larme qui coule sur cette continuité-là et que la larme va couler sur une séquence comme ça, on sait pas, mais pas qu'on ait en permanence l'œil mouillé ou l'œil qui commence à couler à tout moment. Les monteurs me disaient quand ils avaient une séquence émotion qui marchait trop au milieu du film, en fait c'était un problème parce que du coup celle de fin paraissait pas ouf, alors qu'elle était très réussie aussi. Donc des fois ils se retrouvaient à retirer des trucs réussis du milieu du film pour que celle de fin soit vraiment une catharsis de fin et tout. Et juste pour continuer sur ce qui vous fait plaisir, du coup toi Malvine, c'est le côté grisant de la fourmilière où chacun est à son poste au service du texte et de l'épisode. Je trouve ça assez satisfaisant que tout le monde travaille ensemble pour défendre un texte. Moi, j'aime beaucoup lire aussi, j'aime beaucoup découvrir des épisodes. J'aime faire des italiennes avec les comédiens, voir quel rythme ils choisissent, quelle direction ils vont donner à la séquence. Et puis j'aime être en plateau. Je suis complètement attentive à chaque réaction, émotion, faits et gestes. J'adore. Ça donnerait quoi un scénario pensé par des coachs de comédiens? Alors là, tu touches un point sensible. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je n'ai jamais réussi. Je pense que j'alternerais des séquences comédie. Parce que j'aime beaucoup la comédie. Et je trouve que c'est vraiment un exercice particulier. Je me dis tous les matins, allez Dorothée, il faut que tu t'y mettes un jour. Parce que j'ai beaucoup écrit, parce que j'avais une école de théâtre, donc des transitions, des séquences pour des comédiens particuliers, des choses théâtrales, des séquences de transition. Mais écrire une histoire de A à Z, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire et qui vous éclaterez en tant que coach, quoi? Un scénario sans parole. Enfin, il y a des films comme ça qui sont géniaux. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai jamais retrouvé le nom parce que j'avais vu ça quand j'étais lycéen dans un cinéma d'art et d'essai. Je crois que c'était un film chilien qui parlait de la torture sous Pinochet et tout. C'était que des mains. On voyait que des mains, il y avait pas de paroles, rien. Non, c'est vraiment un film d'art et d'essai. Dire là, ça durait 1h30 comme un film. Quoi. On voyait tout, on voyait les scènes d'amour, le machin, la torture sur des crispations, des petits jeux et tout. Et j'avais trouvé ça complètement génial. Et du coup, bon, moi j'aime bien les trucs un peu complètement barrés. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est génial avec le cinéma, cette espèce de mystère de pourquoi nous on voit des images et on a des émotions. Moi, ce que j'aime vraiment pas, mais bon, je comprends que ça puisse plaire, c'est les films où les comédiens improvisent.
Je trouve l'écriture précieuse. Donc, je trouve ça dommage à chaque fois qu'il n'y ait pas un travail sur l'écriture. Et qu'on laisse à des comédiens... Ça peut être aussi une paresse de dire, bon, de toute façon, eux, ils savent faire, on leur laisse. Quand c'est pas un choix artistique et quand c'est simplement une façon de déléguer... Oui, ou parce qu'on va être plus proche de la réalité, mais parfois, en étant plus proche de la réalité, on est dans un... Parce que le comédien, il peut pas improviser un personnage. Ce qu'il improvise, c'est lui. Ce qui, lui, avec le peu de mots qu'il a, parce qu'il réagit sans préparation, voilà. Et il y a certains films où les gens se sont espantés en disant « Ah, c'est génial » et tout ça. Et en fait, moi, ça m'a gênée parce qu'au niveau du texte, il y avait des systématismes où il y avait une pauvreté du texte. Et je trouve que l'excellence, c'est quand il n'y a pas de pauvreté de texte. Je sais pas écrire, mais par contre, je sais avec qui j'aimerais bien le faire. Ah. Avec qui? Chaplin, Raphaël Quénard. Je crois que c'est une rencontre pas envisageable, mais l'idée me plaît bien, quoi. Faut rêver, on est aussi là pour ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi. Les coachs de comédiens et de scénario, c'est terminé. Merci encore à Malvine, Franck, Chloé et Dorothée pour leur participation. Merci encore à Montpellier Méditerranée Métropole pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.